brame du cerf, c'est d'abord un souvenir d'enfance. J'ai grandi dans une ferme au milieu des champs qui est pas loin d'une très grande forêt et de ma fenêtre, j'entendais cette espèce de bruit, sourd, en pleine nuit. On se demande, ce que c'est. Au début, on croit que ça fait un peu quand on est enfant, ça fait sembler penser à des genre à Jurassic Park, à des dinosaures qui crieraient au loin ou à des monstres et c'est vraiment enfant. Et donc à chaque fois que j'entends ce bruit, ça me ramène à ça me rappelle à mon enfance. Puis après, tous les souvenirs que j'ai d'enfance, ce sont des rencontres avec des cerfs. Mes premiers souvenirs, c'est, 2 cerfs qui sont passés, dans la neige à Noël, devant, en se baladant en forêt avec mes parents. Et puis, ma première photo aussi, une première photo, bien, d'animaux, c'est un cerf qui brame dans les fougères. Et il faut bien se dire que ce qui est bouleversant chez les cerfs d'abord, c'est que c'est un animal qui est immense, qui fait, plus de 200 kilos, qui est grand comme une voiture et qui est dans la forêt derrière chez moi, mais que je ne vois jamais et et il passe entre des petits arbres, il disparaît, il fait aucun bruit quand il se déplace. Donc ce qui m'émeut beaucoup, chez les cerfs et particulièrement pendant le brame, c'est de pouvoir enfin espérer apercevoir. On dit le roi de la forêt, mais là c'est carrément un peu le dieu cerf comme dans le dessin animé de Miyazaki. En gros, c'est un animal immense mais invisible. Donc c'est ça qui crée toute cette émotion autour du cerf, c'est, comment ça se fait qu'il est près de chez nous des animaux aussi grands, aussi mystérieux, aussi beaux et qu'on espère voir un jour et qui disparaissent et qui réapparaissent chaque année à cet endroit. Vous venez d'entendre le témoignage du photographe animalier Jérémy Villet que nous avons reçu il y a 1 an dans une émission au coin du feu et qui nous parle de ce que le brame du cerf lui évoque. Nous sommes le jeudi 9 novembre 2023 et vous écoutez le 8e épisode de la 7e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, tradition oblige, on parle photos et vidéos animalières et plus particulièrement du célèbre brame du cerf que l'on peut entendre, écouter, observer et espérer capturer, généralement de mi-septembre à mi-octobre dans nos forêts françaises. Pour nous accompagner, nous recevons 2 photographes vidéastes animaliers, grands spécialistes de la faune et de la flore des forêts, Teddy Bracard et Vincent Rano, avec qui nous allons tout vous dire sur ce phénomène naturel si particulier. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Et ben c'est parti, 8e épisode de cette 7e saison du podcast. Comment vas-tu aujourd'hui, mon ami Benjamin ? Salut Arthur, salut à vous deux, ça va très très bien, je suis content qu'on aborde cette thématique, on a déjà consacré des émissions à la photo animalière, c'est bien maintenant de rentrer dans des spécificités, des activités un petit peu plus particulières et le brame du cerf c'est quand même hyper emblématique, donc c'est chouette. Ouais, c'est vraiment chouette et on a le plaisir de retrouver Vincent, qui n'est pas étranger à ce podcast puisque nous avons réalisé une très belle émission avec lui l'année dernière, c'était une sorte de petite masterclass, 10 conseils pour se lancer dans la photographie animalière que nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui. Et on accueille pour la première fois aussi Teddy Bracard. Et on a la chance, nous on a la chance, mais on les a forcés à sortir de leur environnement naturel et aller traîner dans notre cave parisienne pour l'enregistrement de ce podcast. En tout cas, ils nous ont fait l'honneur de venir jusqu'à nous dans notre studio. Merci à vous deux, les gars. Merci à vous. Oui, ça manque un peu de verdure, hein, désolé. C'est vrai qu'il faudrait qu'on mette 2-3 plantes quand même. Bon, je vais quand même présenter nos invités. Je vais commencer par toi, Teddy. Donc, Teddy, tu es photographe naturaliste depuis 2017 et tu parcours la nature de la Lorraine depuis ta plus tendre enfance. Aujourd'hui, tu occupes le poste de technicien forestier territorial au sein de l'ONS, l'Office national des forêts. Tu réalises des stages, des conférences et des reportages. Tes images sont diffusées dans de nombreux médias, Brut, TF1, France 3 ou Arte pour ne citer que, et tu signes un livre d'art auto-édité et intitulé « Lorraine par nature ».
Alors, t'es dit finalement, ce métier de garde forestier, si c'est bien ça, Oui. c'est idéal parce que t'es dans la forêt en permanence, donc t'es dans ton environnement photographique de prédilection. Exactement. Ce qui me passionne tout particulièrement, c'est d'être au contact de la nature, mais également d'être au contact des acteurs sociaux-pros de la nature. Donc, c'est-à-dire des forestiers, des politiques, mais également des chasseurs, des naturalistes, tous ces gens qui, en fait, vivent au quotidien la nature. Et tu peux avoir ton appareil avec toi quand tu bosses? Non, pas trop. Faut rester sérieux quand même. Chaque métier, chaque moment pour chaque activité. Et Vincent, je te représente à nos auditeurs une seconde fois. Donc toi, tu es photographe indépendant, tu es basé en Bretagne et spécialisé dans la photographie animalière depuis plus de 6 ans maintenant. Parallèlement, tu occupes le poste de responsable de production pour la société Atlantem Industrie. Tu signes un premier projet, Connexion Sauvage, après plus de 500 jours passés en forêt avec un ouvrage et un film documentaire. Et aujourd'hui, tu travailles sur un second projet de film au long cours, Argoat, comment on dit ? Argoat, qui devrait voir le jour en 2025. Les prises de vue pour ce projet sont terminées et là, tu en es à la phase de montage. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce nouveau projet Argoat ? Ouais, c'est un projet assez, on va dire, riche en émotions. C'est-à-dire que, en fait, on a fait le premier projet qui s'appelle Connexion Sauvage, qui était un livre puis un long métrage diffusé en salle de cinéma. Et là, on s'est dit, on va aller chercher un autre projet en prenant en compte ses premières valeurs. Et on savait qu'il manquait beaucoup de faune dans le premier film. Donc là, on s'est dit, allez, on fait une année de prise de faune, donc de janvier jusqu'à là, octobre. Hein. Donc une année, à peu près un peu moins de 200 sorties en forêt. Mais ce qui donne à peu près 12 téras de vidéos. Donc, pour ceux qui connaissent, ça fait pas mal. Et maintenant, on a une année on va dire, de montage, de prise de son pour fin de l'année prochaine pour qu'il soit en salle de cinéma. Voilà un petit peu. Et qu'est-ce que ça veut dire, Argoat? Parce qu'en langage dans la photo animalière, en anglais, goat, c'est la chèvre. Est-ce qu'il y a un lien? Pas du tout. Est-ce que c'est breton? Ouais, donc c'est breton. Donc, donc en fait, Argoat, ça signifie l'intérieur des terres. C'est Bretagne intérieure, en fait. Donc c'est pour ça qu'on a choisi Argoat. Le but de ce film, c'est en fait de montrer ce qu'on peut voir finalement au cœur de la Bretagne. Parce que souvent, la Bretagne, c'est par définition le bord de mer. Tout le monde, quand on dit Bretagne, c'est les crêpes, c'est le bord de mer. C'est voilà. Brocéliande aussi, quand même. C'est Merlin l'Enchanteur, c'est tout ça. Également, mais c'est rarement voilà, une chouette, un pic noir, un sanglier, un cerf ou d'autres espèces. Donc l'idée, c'est aussi de montrer ce qu'on peut avoir à l'intérieur des terres. Il y a énormément de randonnées au centre-Bretagne, mais souvent on se dit, on y passe et on voit très peu d'animaux en réalité. Donc l'idée, c'est de montrer ces belles choses qu'on peut avoir aussi au centre-Bretagne, qu'on peut avoir finalement partout en France. Et quelle va être la place du cerf dans ce beau projet ? Eh ben, le but du film, c'est de décrire les 4 saisons au centre-Bretagne. Donc le cerf, bien sûr, aura sa place au mois d'octobre, septembre-octobre. Bon, c'est parfait. De toute façon, on va parler de tout ça. Merci une nouvelle fois d'être avec nous. Et je vous propose qu'on attaque cette émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance 3 nouveaux objectifs. Lumix offre la possibilité d'un nouvel autofocus LiDAR au GH6 et l'édition 2023 du Festival de Montier se dévoile. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon annonce 3 nouveaux objectifs pour ses hybrides en monture RF. Le premier objectif, qui devrait faire de l'œil aux photographes animaliers, est un tout nouveau super télézoom 200-800 mm conçu pour le 24-36. Monté par exemple sur un Canon EOS R7 et son capteur APS-C et associé à un convertisseur de focale de 2 fois, il permet d'atteindre un maximum de 2560 mm. L'objectif offre des ouvertures glissantes peu lumineuses, f6.3.9, mais intègre une stabilisation optique avec un gain annoncé de 7,5 IL en double stabilisation au 200 mm. On retrouve une construction protégée contre les intempéries, un collier de fixation trépied, 2 boutons programmables, un réglage de la friction de la bague de zoom.
L'objectif mesure environ 30 cm de long replié et pèse un peu plus de 2 kg. C'est aussi le premier objectif Canon à disposer d'une finition blanche sans que ce dernier n'appartienne à la série L professionnelle. Le second objectif, qui inaugure une nouvelle gamme hybride chez Canon, est un zoom transstandard ultra lumineux conçu pour la vidéo, le cinéma et le broadcast. Il s'agit d'un impressionnant 24-105 mm f2.8 constant avec une conception par focale à encombrement constant sans focus breathing et avec une bague de diaphragme continue. Canon a également conçu la bague de zoom de telle sorte qu'elle puisse facilement être motorisée via un accessoire externe proposé en option. L'objectif exploite une formule optique ambitieuse composée de 23 lentilles réparties en 20 groupes avec 4 verres ED, 3 lentilles asphériques et 2 lentilles GMO en verre moulé. On retrouve un diaphragme à 11 lamelles, une double motorisation nano-USM et une stabilisation optique annoncée avec un gain maximal de 8 IL. L'objectif est imposant avec 20 cm de long et un poids de 1,43 kg. Et enfin, le troisième objectif est un zoom grand angle à destination des hybrides APS-C. Il s'agit d'un 10-18 mm équivalent donc à un 16-28,8 mm et offrant des ouvertures maximales glissantes f4.5.6.3. L'objectif est particulièrement compact avec 4,5 cm de long et léger avec un poids de 150 grammes. Il est équipé d'une stabilisation optique et d'une motorisation autofocus STM. Le Canon RF 200-800 mm f6.3.9 IS USM sera disponible à la fin du mois et proposé au prix de 2 499 €. Le Canon RF 24-105 mm f2.8 LIS USM Z sera disponible en décembre et proposé au prix de 3 799 € et les systèmes de motorisation PZ-E2 et PZ-E3 seront proposés respectivement au prix de 1 199 € et 1 599 €. Et enfin, le Canon RFS 10-18 mm f4.5.6.3 IS STM sera lui aussi disponible en décembre et proposé au prix de 399 €. Lumix vient de mettre à disposition une nouvelle version du firmware de son hybride micro 4 tiers accès vidéo, le GH6. Le firmware 2.4 rend désormais l'appareil compatible avec le module autofocus LiDAR de DJI et le système gimbal DJI RS3 Pro. Ce module, affixé sur la griffe porte-accessoires de l'appareil, intègre un télémètre laser qui projette plus de 43 000 points laser sur une portée de 14 mètres. Combiné au moteur Focus, il permet de tirer parti de la technologie Active Track Pro développée par DJI pour la reconnaissance et le suivi du sujet, avec par exemple des optiques à mise au point manuelle qui deviennent donc pourvues d'un autofocus. Le firmware 2.4 du Lumix GH6 est accessible gratuitement depuis le site internet de Panasonic. À noter que le DJI RS3 Pro est proposé au prix de 869 €, le module LiDAR au prix de 579 € et le moteur Focus au prix de 139 €. Et enfin, pour terminer, le Montier Festival Photo, le célèbre et incontournable festival international de la photographie animalière et de nature, revient pour une 26e édition du 16 au 19 novembre prochain dans la ville de Montier-en-Der. Tradition oblige, nous nous sommes entretenus avec le directeur du festival, Christophe Pereira, qui nous parle du beau programme à venir et nous fait un petit point sur l'arrivée des grues autour du lac de Der. On l'écoute. Écoutez, tout à fait. Donc, nous attaquons le deuxième quart de siècle, puisque l'année dernière, nous avons fêté nos 25 ans. Donc, pour la 26e édition, la thématique sera générale, elle sera autour de la biodiversité, avec un focus sur 2 territoires à l'honneur. L'Amazonie, avec la présence de photographes brésiliens animaliers, photographes indigènes également, pour l'Amazonie, et puis la Colombie-Britannique avec les forêts pluviales, notamment avec de très belles expositions. Donc, je vais citer notamment les photographes Florent Nicolas qui va traiter de la forêt pluviale et de sa cohabitation avec le peuple premier Jidjat, et puis Catherine Marion pour ce territoire. Les 2 parrains seront des parrains qui sont connus dans le milieu de la photographie, aussi bien photographique que photographie animalière, puisque nous aurons
comme parrain, premier parrain, Olivier Larrey, qui va notamment avec Yves Fagnard proposer son projet Terre de l'eau, exposition photo et film, projection film, et puis Pascal Maître comme second parrain avec son projet photographique Ibris sur l'impact, et la situation climatique et la situation dans l'ensemble du monde entier, sa vision photoreporter sur ses préoccupations environnementales. Alors, les festivaliers, en tout cas ceux qui ont été présents durant les 26 premières années, ont toujours de quoi pu saliver quelques matins et quelques soirs pendant les différentes éditions du festival. Cette année, les grues arrivent, elles sont en train d'arriver. Il y a une semaine, il y avait à peu près 20 000 grues qui étaient recensées, puis maintenant ça monte en température. Donc a priori, sur les habitudes calendaires des grues de venir stationner autour du lac du Der, on est sur le même timing. Donc on devrait avoir un beau spectacle. Pour peu que la météo soit favorable également, ça ferait effectivement des matinées assez inoubliables et assez exceptionnelles dont pourraient profiter l'ensemble des festivaliers présents. Rendez-vous donc du 17 au 20 novembre prochain à Montier-en-Der et sur le site internet du festival pour réserver vos places photo-montier.org. Les billets sont proposés à partir de 16 €. Bon voilà, cette semaine, un flash actu qui colle quand même particulièrement avec la thématique de notre émission. Un 200-800 mm qu'on peut monter à plus de 2500 mm si on l'équipe un petit peu et qu'on l'utilise sur un APS-C. Est-ce que ça, c'est un truc qui fait rêver les photographes animaliers ou pas spécialement? Je pense qu'en termes d'approche, on a tous l'habitude d'utiliser une focale. Et je sais que moi, personnellement, je suis très content de mon matériel. J'utilise un 400 mm f2.8. Et pour rien au monde, je crois que je changerai cette focale-là. Après, effectivement, les progrès sont dingues d'année en année. On le voit, que ce soit au niveau des boîtiers, au niveau des téléobjectifs. C'est juste de la folie pure de voir cette évolution-là. Et surtout, la gamme de possibilités que ça peut offrir à un photographe ou à un passionné, avec des tarifs toujours plus compétitifs. Donc, c'est vraiment super hallucinant. Toi, ça te parle, Vincent, un 200-800? Ouais, ça me parle et après ça dépend vraiment ce qu'on veut faire en fait parce qu'aujourd'hui, comme dit Teddy, il y a vraiment sur le marché, on va dire qu'il y a énormément de choix. On va dire qu'on peut, on a tout sur le marché, enfin quasiment tout, j'ai envie de dire. Après, sur ces focales-là, c'est vrai que 800, ça va chercher très très loin. C'est pas très lumineux là, hein. Attention, c'est ça. C'est 800 en plein soleil. Hein. C'est ça. Après, en ouverture, on est à combien? F8? C'est F9. Ouais, F9 au maximum. Non, là où ça peut être intéressant, en l'occurrence 200-800, c'est une distance minimale de mise au point de 80 cm à 200 mm, et ça, c'est pas mal. Parce qu'on peut estimer que le range n'est peut-être pas terrible. 200 mm, finalement, c'est moins confort. Enfin, quand on est habitué au 150-600, par exemple, qui est un super zoom pour débuter, ou au 100-400, 200 par exemple en Safari, ça peut être limitant, quoi. Et donc il vaut mieux avoir un petit boîtier à côté, un 24-105. Après, pour le Bram spécifiquement, c'est vrai qu'une ouverture comme ça à f9 aussi faible, c'est peut-être rédhibitoire, non? Ouais, c'est vrai, comme dit Teddy, 400 mm f2.8, on va dire qu'on est vraiment sur le combo idéal, parce que allez, F4, ça le fait, parce qu'aujourd'hui avec la montée en ISO, on peut quand même monter très très haut en ISO, donc ce qui fait qu'un F4 est suffisant. Après le F2.8, c'est sûr que quand on fait de la photo, pour pouvoir faire des grands rendus sur des formats assez impressionnants, c'est sûr que le F2.8, quand on peut faire F2.8 à 800 ISO, je pense, Teddy, des photos, c'est quand même un régal, parce qu'en tant que photographe, souvent moi je suis à 3002, 1006, mais à 800 on doit avoir une sacrée différence quand même. En tout cas, il faut signaler, puisqu'on parle de cette optique-là, que c'est la première fois parmi les optiques Canon qu'une optique hors sérielle est livrée avec le pare-soleil. Ce qu'il faut préciser. Je crois que tu allais dire que c'est la première fois qu'elle est blanche, et j'allais te dire, et so what, quoi. Et c'est la première fois qu'une optique est blanche sans la bague rouge, oui, hors sérielle aussi, mais ça c'est plus anecdotique. Et ça fera penser, faudra éviter de se tromper quand on est utilisateur d'une autre marque qui utilise la couleur blanche pour ses optiques pro. Suivez mon regard. Mais ça reste à signaler, les canonistes apprécieront.
Puis on a ce 24-105 mm là, un peu nouveau, de 8 constant. Bon, il est très axé vidéo, il est très cher, il est très imposant. Moi, j'aurais presque aimé en avoir une version un peu plus épurée en mode juste photo, parce que 24-105 f2.8 constant, c'est très très cool en standard, ça. Oui, puis, enfin, je suis pas tout à fait d'accord. Il n'est pas si gros que ça. Alors, il ressemble à un petit télé. On a l'impression d'avoir un petit 70-200 de 8. Ouais, c'est ça. Voilà. Sauf que il reprend toutes les caractéristiques qu'on peut attendre d'une optique purement vidéo. Mais c'est plus que dans de un la 24-105. vidéo, là. C'est carrément broadcast, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en monture RF, ce qui va le mettre à portée des utilisateurs d'un R5 ou autre. Bah, je trouve que c'est un beau signal. Enfin, envoyer aussi l'ouverture d'une gamme ciné dans la monture RF, c'est très très bien, je trouve, de la part de Canon. Après, on verra ce que ça va donner. Mais il y a un R5C dont on parle très peu qui est orienté cinéma. Et c'est une optique qui va parfaitement coller à ça, quoi. Okay. En tout cas, les specs sont vraiment splendides, quoi. Et si je peux me permettre là-dessus, hein, dans le domaine animalier, généralement, on n'a pas trop peur du poids. Oui, c'est vrai. Quand on est sur des objectifs qui font 4-5 kilos, c'est vrai que quand on a un petit objectif qui fait 1,5 kg, 2 kg, clairement, bon, on a le trépied qui va déjà d'office avec, donc ça passe généralement, quoi. Okay, ouais, puis là, un 24-105 de 8, pour le coup, en tournage pendant le brame du cerf, c'est pas mal. Ouais, mais non, c'est polyvalent, on fait plein de trucs avec ça. Messieurs, tant que vous êtes là, voilà, dans quelques semaines va s'ouvrir la 26e édition de Monthier-Anderre. Bon, toi, tu joues carrément à domicile, Teddy, sur ce festival. Qu'est-ce qui représente pour vous ce festival? C'est vraiment un rendez-vous incontournable. Alors, français, évidemment, européen, je pense, mondial, peut-être même pour les amoureux de photos et de vidéos, parce qu'on voit il y a de plus en plus de vidéos qui sont montrées à Monthier. Bah, en ce qui me concerne, c'est vrai que bon, ça fait 17 ans que je fais de la photographie animalière et ça fait 19 ans que je ne rate pas le festival de Monthier-Anderre. Alors, c'est un rendez-vous incontournable, je pense, effectivement. C'est le rendez-vous tous les ans où beaucoup de monde se déplace, beaucoup de passionnés, et pas forcément des passionnés d'images, mais aussi des passionnés de nature. Exactement. Et donc, c'est un rendez-vous incontournable, que ce soit voilà, pour tous les différents passionnés de la nature, quoi. Et en termes de soif de découvrir de nouvelles images, de nouvelles expositions, de nouveaux travaux, je pense que c'est juste génial, quoi. Et surtout, la possibilité d'avoir un échange avec des gens qu'on ne côtoie que sur les réseaux sociaux et pouvoir prendre le temps de discuter, réussir à mettre un visage sur un profil. Et donc, c'est super bien. Oui, puis un engagement de plus en plus fort aussi, et c'est très bien de voir un parrain comme Pascal Maître qui... ça paraît pas évident comme ça, mais pourquoi pas? Bah, quand on connaît un petit peu son travail, c'est vrai, tu as raison, on peut voir ce qu'il fait dans les régions du Sahel au niveau de conflits, c'est des régions très dangereuses, mais il a fait aussi des photos extraordinaires au Mexique sur la migration des papillons, pour National Geo aussi. Il a fait ce genre de sujet sur les baobabs à Madagascar, il a des photos extraordinaires, et donc il est à sa juste place. Bon. Alors, parmi les autres actualités de la semaine, c'est pas vraiment de la photo, on va parler un petit peu informatique. Il y a Apple qui a annoncé ses nouveaux MacBook Pro. Et alors, dans la catégorie inflation, mon amour, j'ai été particulièrement heureux d'apprendre que le modèle le plus performant d'Apple, MacBook Pro M3 Max, serait équipé de 16 cœurs en CPU, 40 cœurs en GPU, 128 Go de mémoire unifiée pour un modèle 16 pouces avec 1 Teraoctet de stockage. Voilà, tout ça pour la modique somme de quand même 4 849 € pour un MacBook Pro. Je crois que là, on atteint des sommets encore jamais atteints. Je me rappelle déjà, il y a quelques années, déjà un MacBook Pro qui dépassait les 2 000 €, c'était un peu le bout du monde. Là, bon, on est à 5 000. Voilà, tout va bien. Vous travaillez avec quoi, vous, en post-production? Bah, pas avec Apple. Hein. Désolé, hein, mais... je casse un peu le truc, mais... Ok. Faudrait regarder l'indice de réparabilité de ce joli jouet. Oui, la question se pose, et puis sa durée de vie, effectivement, ouais, ce prix-là, il faut quand même... Parce que quand tu investis autant d'argent dans un portable, c'est ça, quoi. Il faut que la batterie tienne. Et si tu peux pas la changer, ce qui est le cas sur pas mal d'appareils Apple, ça devient quand même un petit peu une aberration. 5 000 balles. Bref, passons.
Flash Actu spécial cette semaine, on retrouve Benjamin en direct de l'événement presse organisé par Sony à l'occasion des 10 ans de leur système Alpha, qui vient tout juste d'annoncer 2 nouveaux produits, événement qui s'est déroulé après l'enregistrement de cette émission. On écoute Benjamin. Grosse nouveauté pour les 10 ans du système Alpha plein format, c'est notamment un Alpha 9.3, donc un boîtier hybride plein format qui est orienté sport, photo animalière, avec une énorme nouveauté, une petite déflagration dans le milieu de la photo, puisqu'il y a une nouveauté technologique qui débarque avec l'obturation global shutter, qui va tout simplement révolutionner un petit peu les usages en termes de photos d'action, puisque ça promet une absence de rolling shutter et donc de déformation sur des sujets très rapides, puisque les informations ne sont plus lues ligne par ligne, mais de manière globale. Donc ça, c'est une énorme annonce avec une cadence de 120 images secondes, avec le tout avec une définition de 24 millions de pixels. Et puis tout cela, évidemment, avec un autofocus, avec de la sauce intelligence artificielle comme la 7R5, reconnaissance du sujet en temps réel, un mode pré-capture. Enfin bref, on a tous les ingrédients d'une nouvelle référence en boîtier de sport. Donc en amont des JO, là, Sony frappe vraiment très très fort. Et dans le prolongement de cette annonce-là, une optique, un 300 mm f2.8, sera 6 700 € qui sortira début 2024. Et puis, ce qui est remarquable avec cette optique-là, c'est que malgré l'absence de lentille de Fresnel, on est sur un poids relativement léger, vu la focale, on est sur 1466 grammes. Sony poursuit un petit peu sa quête de compacité au niveau des optiques. Donc les 10 ans se ponctuent avec 2 très grosses annonces. Et pour terminer, un mot sur le prix quand même de l'Alpha 9.3 aussi, puisque donc le boîtier sera dispo fin janvier 2024 au prix de 7 000 €, ce qui le place un tout petit peu en dessous de l'Alpha 1 à sa sortie et beaucoup plus cher que les Alpha 9 et Alpha 9.2. Nous reviendrons en détail la semaine prochaine sur le nouveau Sony Alpha 9 Mark III et le nouveau 300 mm f2.8. On clôture le Flash Actu et on passe à la suite avec la story de Benjamin. Cette semaine, tu nous parles de la sortie imminente d'un beau livre qui consacre 35 années de photographie animalière signé d'un des plus grands naturalistes contemporains. Vincent Munier publie sa première monographie. Lancé avec la discrétion qui caractérise son auteur, l'ouvrage retrace 35 ans de photographie. Devenu vidéaste auréolé d'un César pour le documentaire La Panthère des Neiges qu'il a co-réalisé avec Marie Amiguet, il affiche toujours la volonté de prolonger son dialogue avec la faune sauvage et de le partager en silence sous la forme d'un livre de photographie. Ça fait peut-être un peu pompeux, monographie, mais c'est rétrospective peut-être, mais en tout cas, c'est juste un livre qu'on a essayé de soigner au maximum, à tout niveau, qui fait office de catalogue et qui représente les images qui me plaisent le plus sur ces 35 ans, quoi, en fait, de passion. Donc ça reste juste ça. Donc il n'y a rien de pompeux. Voilà, c'est pas une carrière, c'est vraiment une vie de passionné au service de la beauté du monde, à toujours essayer d'optimiser, enfin pas d'optimiser, mais de valoriser, de mettre en avant, de vénérer toutes ces bêtes qu'on a tendance plutôt à occulter. Donc c'est vraiment ça, quoi. Et puis faire du bien, c'est ce que j'écris dans le livre aussi, c'est qu'on a cette sensation quand même, moi en tout cas, de ce qui me donne envie de continuer. Sinon je continuerai à assouvir ma passion d'égoïste, à être dehors, mais c'est le partage et ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, et tu te dis que ce soit dans nos films ou là dans les livres, tu as la sensation que tu fais du bien, et on a des témoignages qui sont hyper touchants, poignants, de tout âge, et ça je me dis, bah voilà, il faut pas que je reste seul dans ma ferme en autonomie à me balader autour de chez moi. Il faut quand même que cette matière-là, je l'offre aussi. Voilà, sachant la situation privilégiée que j'ai, c'est pas le cas, c'est pas donné à tout le monde. Un minimum, quoi. Un livre, si ça peut faire du bien, tant mieux, quoi. Ça, on s'évade et on a plus que besoin en ce moment, quoi.
C'est avec sa casquette d'éditeur, en adoptant une démarche d'artisan, qu'il a conçu ce livre, qui contient ses images les plus emblématiques, mais aussi des clichés inédits, pris dans la savane africaine ou dans les forêts péruviennes. Ouais, alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des images qu'on a un peu emblématiques et puis d'autres un peu plus nouvelles et qu'on n'avait pas vues, avec en effet des reportages que j'avais réalisés pour certains magazines ou alors pour des ONG de conservation de la nature et que j'ai pas vraiment montré. Mais ouais, on est content d'avoir rassemblé tout ça, puis toujours dans un souci d'être au plus proche de. Et je dis pas des prints qu'on fait, mais quand même, on a un papier un peu un Munken, un papier qui ressemble un peu à Fine Art. Et c'est souvent un peu compliqué d'avoir un bon rendu de couleur et d'avoir des jolis noirs et du détail avec ce papier qui a quand même un toucher incroyable. Et donc c'était ça un peu aussi le défi, c'était voilà à chaque étape, c'est toujours ça hein, dans un livre, à chaque étape est vraiment cruciale et celle de la chromie l'était encore plus. Et là c'est grâce à une photogravure, à des photograveurs qui ont développé un process un peu particulier, assez unique. Ben on a quand même réussi à avoir, je dis pas la qualité d'un tirage, mais on est ravis. Outre une galerie somptueuse de quelques 320 photos, cet ouvrage comporte également des textes, dont un signé Sylvain Tesson, qui l'a accompagné sur les sommets tibétains, sur les traces de la panthère des neiges. Vincent prend aussi la plume, dévoilant une autre facette de sa palette artistique. Tout est relatif dans le sens où il y a peu de texte et que ça a été extrêmement laborieux. Et j'ai passé un temps fou. Donc non, le texte c'est dur, hein. Je voulais en mettre peu, mais essayer de le soigner. Donc je me suis fait aider par une amie qui m'a relu un peu, qui m'a aidé un peu à vraiment formuler ça. Mais oui, pour moi écrire ça, enfin je lis beaucoup, j'aime beaucoup la littérature vraiment, mais pour moi c'est extrêmement laborieux. Enfin c'est dur, mais je me fais violence. Et puis il y a une exigence aussi, donc par le fait, comment dire, j'ai du mal à. Il y a une exigence, donc j'ose pas, et donc là j'aimerais bien faire un livre beaucoup plus raconter vraiment énormément de choses, et des choses un peu militantes et engagées, et puis même des retours, des partages de choses que j'ai pas pu photographier, que j'ai pu vivre. Et donc ça je l'ai dans le coin de ma tête, mais j'écris, mais ça me plaît pas encore. Donc tout ça pour dire que ce texte-là, il est court, mais j'y ai passé du temps. À la fin du livre, dans les remerciements qu'il adresse à ses compagnons de route, l'emploi de l'imparfait peut surprendre. En aurait-il terminé avec la photographie ? C'est vrai, non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je suis dans une période avec pas mal de doutes, hein. Après, je termine aussi ce livre dans mon texte là avec le mot silence. Je parle de ce moyen de voilà qu'est la photo aussi, qu'est ce dialogue un peu muet. Mais c'est non, l'imparfait, je sais pas, il y a peut-être quelque chose en effet, mais je dis pas que c'est un point final, hein, mais c'est sûr que je filme beaucoup plus que je ne photographie. Il est certain que j'ai un peu moins de, comment dire, j'ai un peu moins la foi dans la photographie tellement elle se banalise énormément et qu'on est submergé d'images. Donc ça me pose question sur le devenir de la photographie. Et parce qu'en 35 ans, j'ai pu voir comment une évolution qui était crescendo et qui s'accélère sur une espèce de de trop quoi, de trop. On en mange vraiment trop. Et donc oui, moi alors est-ce que je vais continuer à être photographe? Probablement, en tout cas, mais film un peu plus peut-être, en tout cas. Mais je sais pas. J'ai beaucoup de mal à me projeter sur l'avenir, mais ça révèle aussi une période aussi de questionnement et de doute par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment. Il y a beaucoup moins d'insouciance qu'avant, et puis et peut-être même un peu d'enthousiasme par rapport au bienfait de l'image et ce que peut provoquer une image. Je me contredis par rapport au fait que je sais que ça fait du bien, et ça c'est pour ça que j'ai voulu le faire, celui-ci. Mais se projeter dans 5-10 ans sur la photographie animalière en l'occurrence, c'est pas évident. J'ai du mal à être visionnaire. Cette monographie sera disponible fin novembre en librairie et en avant-première au Festival de Montier-en-Der. D'ici là,
Vincent poursuit le tournage de son prochain film dans les forêts de son enfance, au gré de ses humeurs, en s'effaçant le plus possible. Alors donc ce livre, ça sort fin novembre, ce sera proposé au prix de 85 €. Mais si on va à Montier, on a le droit à une espèce d'avant-première et on va pouvoir mettre la main dessus sur le stand des éditions Kobalan, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Il sera possible d'acquérir le livre auprès de Vincent et ses équipes des éditions Kobalan. Ça fait 5 ans qu'il n'avait pas sorti de bouquin. À proprement parler, l'année dernière, c'était un livre de son papa qu'il avait édité, qui était consacré au grand Tétra. Teddy, ça lui parle peut-être si tu connais un petit peu les forêts vosgiennes Oui, tout à fait. près de la Lorraine. Son papa qui avait passé plus de 800 nuits d'affût sous les sapins et qui racontait tout ça et c'était passionnant. Et puis là, Vincent a ressenti le besoin, au bout de 35 ans de pratique comme ça de photographie, de consacrer un petit peu tout ça sous la forme d'un livre un peu catalogue où on trouve des images qu'on connaît de son travail, la fameuse panthère bien sûr. Il y a les grues aussi qu'il a photographiées en hiver sur la péninsule d'Hokkaido au Japon. Et puis il y a des photos qu'on ne connaît pas, des photos prises dans la savane, dans le Masai Mara, mais avec sa patte. Donc je vous invite à le découvrir, c'est somptueux. Alors moi j'ai pu voir qu'un PDF, j'ai eu la chance de pouvoir lire les textes et de voir les images, mais il me tarde de voir l'objet imprimé évidemment, puisque comme il le dit, ça a été imprimé sur un très beau papier Munken dans le Jura, dans le Doubs. Je crois plus exactement, ce qui explique aussi un tarif peut-être qu'on peut qualifier d'élevé, mais il faut voir que derrière on est sur une chaîne entièrement made in France. Voilà. Bon, Teddy, Vincent, vous êtes jeune, vous représentez d'une certaine façon un peu la relève. Vincent Munier, pour vous, c'est quelqu'un qui vous a inspiré, qui vous inspire toujours. Quel regard vous portez un peu sur sa carrière? Vas-y, je t'en prie, Teddy, si tu veux. Oui, qui m'a inspiré surtout de sa caractéristique naturaliste. C'est un pisteur, c'est un trappeur, un tracker. Il passe énormément de temps à l'affût et c'est un peu l'école à laquelle j'ai été élevé. Passer du temps à l'affût avec mon grand-père, mon père. Donc on partage un point commun sur ce fait-là. Et effectivement, d'un point de vue artistique, mais c'est un alien, clairement. Mais tu as raison de pointer cet aspect naturaliste en premier lieu, puisque lui-même se revendique de l'héritage de Robert Hénard, un naturaliste suisse. Et c'est vrai que c'est ça qui prédomine dans son travail. Moi, si je peux rajouter, souvent on évalue, pas une personne, mais l'art d'une personne par rapport à sa finalité, on va dire. Ce qui est le cas de Vincent Munier, qui fait des photos extraordinaires et des vidéos également. Mais le chemin est tout aussi important dans cette histoire, parce que souvent on la voit pas, ce chemin-là. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que malgré on va dire tout le succès qu'il a pu avoir sur les 2-3 dernières années, il est resté lui-même et il reste lui-même et il continue ses projets par rapport à ses valeurs. Et ça, c'est assez impressionnant, parce que faut être assez costaud pour pouvoir le faire et pas se faire on va dire avaler par tout ce dynamisme, parce qu'on est tous pareils, hein. Une finalité, c'est pas ça qui fait le bonheur, hein. C'est vraiment ce chemin qui est très important, et Vincent Munier le fait vraiment très très bien, ça. Et dans son témoignage, Vincent émettait un peu des doutes ou des inquiétudes peut-être sur l'avenir de la photographie animalière. Il le dit lui-même, il fait de moins en moins de photos, de plus en plus de vidéos. Tous les deux, vous faites aussi tous les deux de la vidéo. Est-ce que vous avez cette même appréhension que lui sur la suite pour la photographie animalière ou pas? En ce qui me concerne, pas forcément d'appréhension. C'est vrai que à ma petite échelle, à mon petit niveau, je le constate également qu'il y a une certaine évolution par rapport au milieu de la photographie animalière, qu'on est souvent immergé par le trop d'images, effectivement. Et je prends beaucoup de recul, moi, par rapport à tout ça. J'aime bien être dans ma petite forêt tranquille. J'éprouve de plus en plus de plaisir à chercher des espèces, à les rencontrer, et pas forcément à appuyer sur l'appareil photo. Souvent à essayer de comprendre qui elles sont, comment est-ce qu'elles vivent, quelles interactions elles ont avec l'homme.
Et donc, mon regard là-dessus est que j'essaye de prendre énormément de recul par rapport à notre impact en termes de photographe animalier sur le terrain, quoi. Mais je crois que ce que veut dire Vincent aussi, c'est de manière plus globale le rapport qu'il a au voyage aussi et aux distances. Parce qu'il voyage beaucoup moins, il a l'intention de beaucoup moins partir à l'étranger comme il a pu le faire, à Kamtchatka, au Tibet, sur les traces de la panthère, au Pérou, etc. Et qui, bon, la conscience, le monde a changé évidemment depuis le Covid, notre rapport au monde, nos bilans carbone, etc. sont devenus beaucoup plus importants et au centre de tout. Et je crois que maintenant, il a plutôt envie de se consacrer au local, donc aller aux forêts vosgiennes, à l'histoire de son père, etc. Et je crois qu'il a assez mal vécu, pour en avoir pas mal parlé avec lui aussi, le mauvais impact, entre guillemets, qu'ont pu avoir ces images de la panthère sur le tourisme de masse qu'il a pu entraîner derrière, en fait. C'est-à-dire que la contrepartie de son film négative, ça a été aussi un espèce finalement d'engouement pour les gens d'aller essayer de photographier cet animal mythique et d'aller un petit peu sur ses traces. Et ça, je crois qu'il l'a assez mal vécu. C'est peut-être dans ce sens qu'il faut comprendre ces propos-là. Ok. Merci Benjamin pour cette story complètement incroyable, cette semaine avec le témoignage de Vincent. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat. Enfin, c'est pas vraiment un débat, notre grande discussion cette semaine sur comment photographier, filmer le brame du cerf. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Capturez l'instant décisif avec le Lumix G9 Mark II et son autofocus hybride à détection de phase. Rapide et fiable, il identifie parfaitement les sujets jusqu'aux yeux des animaux et même les véhicules en mouvement pour des rafales jusqu'à 60 images par seconde. Et laissez parler votre créativité en vidéo avec sa double stabilisation et son enregistrement illimité dans tous les modes jusqu'à 5,7K. Le Lumix G9 Mark II, le boîtier idéal pour créer vos plus belles images animalières. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec nos deux invités, les photographes Teddy Bracard et Vincent Ranoux, pour parler photo, pour parler vidéo animalière, mais aussi et surtout du brame du cerf. Alors le brame du cerf, c'est un véritable spectacle naturel qui s'observe et qui s'écoute, peut-être même avant tout. Nous avons échangé avec l'audio-naturaliste Marc Namblard qui a signé, entre autres, les pistes sonores qui accompagnent le beau livre La Nuit du cerf, signé Vincent Munier. Nous lui avons demandé de nous parler de ces sons émis par les cerfs à la période du brame. On l'écoute. Le brame du cerf, c'est un événement qui se produit tous les ans à la fin de l'été, au début de l'automne. Et c'est un événement qui correspond à quelque chose de très important pour le cerf, c'est-à-dire à la période de reproduction. Donc les cerfs se mettent à vocaliser, à bramer, notamment pour indiquer aux biches qui sont dans les parages qu'ils sont, bien sûr, qu'ils sont prêts à se reproduire, qu'ils le désirent. Et puis, c'est aussi une façon entre les mâles de se jauger, d'établir des sortes de rapports de force, de hiérarchie pour éviter de se battre. Ça a été évidemment étudié. On sait à peu près à quoi correspondent ces différents types de cris. Après, il y a encore, je pense, un peu de mystère, quoi. On n'a pas tout élucidé. Je pense qu'on n'y arrivera pas et c'est tant mieux. Il y a quand même une part de mystère dans ce phénomène et dans tous ces différents types de sons. Et d'ailleurs, on ne sait pas, par exemple, on ne sait pas toujours ce qui les déclenche. Bon, on sait que évidemment que les hormones, ils sont pour quelque chose, que les chaleurs des biches, ils sont aussi pour quelque chose. Mais alors, on évoque régulièrement comment dire, la présence de la lune, de la pleine lune, les conditions météorologiques, etc. Puis en fait, on se rend compte que d'une nuit à l'autre, alors qu'on a des conditions qui sont absolument identiques, que les ambiances sont radicalement différentes. Et donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent encore, et c'est ça aussi qui me
me plaît, qui me fascine dans ce phénomène. Bon, ce sont des émissions sonores puissantes déjà, très souvent, qui s'entendent de loin, qui peuvent être qualifiées de rauques souvent. Il y a quand même pas mal de diversité de sons, c'est-à-dire que il existe différents types de brames déjà. Il y a des brames plus ou moins brefs, plus ou moins langoureux, et qui ont des significations différentes. C'est assez difficile à comment dire, à définir en quelques mots parce qu'on va le sentir tous de manière un petit peu différente aussi. Ça va produire des effets différents chez nous. Ouais, donc il y a des personnes qui vont trouver ça un peu drôle, voire même un peu ridicule parce que ça va leur rappeler, je sais pas, par exemple le meuglement des vaches. Et puis d'autres qui vont être plutôt impressionnés et pour qui ça va plutôt rappeler des sons produits par des fauves, quoi, vraiment par des animaux impressionnants. Donc bon, voilà, c'est à chacun de le définir à sa façon, d'en faire l'expérience et de le définir à sa façon, en quelque sorte. Bon, la première fois que j'ai entendu le Brahms, ça m'a fait penser un peu à Jurassic Park, hein, comme le disait un peu Jérémy en ouverture de cette émission. Du coup, peut-être la première question, qu'est-ce qui vous évoque à tous les deux le Brahms du cerf, Vincent? Moi, ce qui m'impressionne, enfin, impressionner, c'est un gros mot, mais ce qui fait rêveur, c'est quand il fait nuit noire et tu écoutes. Et là, en fait, ton imagination, elle peut s'imaginer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment sur la morphologie du cerf, parce que souvent on s'imagine la taille du cerf par rapport à son brame. Des fois, on est très surpris dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on s'attend à un énorme cerf alors qu'il est petit. Et voilà, il y a vraiment le bruit là déclenche énormément de choses dans notre tête, et c'est l'imaginaire après qui prend la suite. Moi, ça serait plutôt ça ce qui m'impressionne. Et toi, Teddy? Moi, le Brahms du cerf, c'est quelque chose qui est plutôt très évocateur. C'est quelque chose que j'ai eu la chance de vivre dès mes premières années. Donc, c'est ce côté un peu énigmatique, fantomatique qu'a le cerf. Jérémy le disait très très bien. Le cerf, c'est un animal qui est invisible toute l'année. Alors, j'apprends à essayer de le trouver. Mais c'est la période où il montre toute sa vulnérabilité. Et là, c'est un peu totalement contrario de toute l'autre partie de sa vie. Mais vulnérable, pourtant, il symbolise complètement la puissance et la fertilité à ce moment-là. Donc, c'est paradoxal. Vulnérable par rapport au fait qu'il se découvre. Et par rapport à ça, on ne s'imagine pas, mais comme dit Teddy, hein, c'est vraiment vulnérable. C'est-à-dire qu'on parle très peu de ça, mais les braconniers, etc., profitent de cette période-là notamment, parce qu'ils sont vraiment, comme le dit, hein, très vulnérables. C'est-à-dire qu'ils font tellement de bruit qu'en fait, ils sont repérés à des centaines de mètres. Et ouais, en 2023, il y a encore énormément de braconnage. Et voilà, je sais pas, toi, Teddy, tu as été... des fois, t'as vu des braconniers ou autres, comme tu passes beaucoup de temps en forêt. Moi, ça m'est déjà arrivé et ouais, il y en a encore, quoi. C'est quand même triste, mais... Oui, effectivement, que ce soit au niveau du braconnage ou même au niveau tout simplement du dérangement, tout le monde peut trouver des cerfs. Donc voilà, la moindre personne qui ne connaît pas, qui écoute et qui se renseigne, peut trouver un cerf, alors que en dehors de cette période-là, c'est très, très, très difficile. Mais alors, cette période, elle arrive toujours plus ou moins au même moment de l'année, hein, quelques jours, quelques semaines près, quoi, du 15 septembre, grosso modo, au 15 octobre. Ça, c'est des dates qui coïncident aussi plus ou moins avec l'ouverture de la chasse en France. Est-ce que les chasseurs ont le droit de chasser le cerf? Et est-ce que du coup, comme vous l'expliquiez, cette période de brame leur met une grosse cible rouge en plein sur le corps pour les chasseurs? Alors dans certains endroits, la chasse est autorisée pendant le brame. Donc c'est ce qu'on appelle des tirs de sélection, tirs de récolte. Donc c'est donc des chasseurs qui vont se déplacer à l'affût uniquement pour prélever un animal qu'ils auront
au préalable identifié et choisi en fonction de son âge. Et le but est donc de faire des tirs de sélection, contrairement aux chasses de battues par exemple, où c'est un petit peu le premier animal qui va passer, qui va pouvoir être prélevé, sans forcément identifier ni l'âge, ni comment quel animal c'est. Ça existe les chasses de battues sur le cerf encore? Oui, tout à fait. Pendant les dates d'ouverture de chasse, donc c'est très différent d'un département à l'autre. Mais du coup, ça existe effectivement. Il y a différentes méthodes de chasse qui existent sur le cerf, la chasse à courre par exemple. Et donc, effectivement, c'est une des choses pour laquelle le cerf est plus vulnérable à cette époque-là, oui. Alors, on va essayer, dans un premier temps, de bien comprendre c'est un phénomène naturel, finalement, le brame du cerf. Donc, on sait que ça se passe toujours au même moment, que ça correspond à la phase de reproduction du cerf. Mais il y a une notion qui est très importante, d'après ce que j'ai compris de tout ça, c'est la notion de territoire, finalement. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça, cette notion de territoire du cerf? Moi, je vais dire quelques mots et t'es dit complètement. Moi, il faut juste savoir qu'en Bretagne, on va dire la population de cerfs est quand même très faible. On va dire, moi, j'essaie de me renseigner sur la quantité de cerfs. Aujourd'hui, personne n'est capable vraiment de dire combien il y a de cerfs en Bretagne. Donc, la population est très, très faible comparée, par exemple, à l'est de la France ou d'autres régions. Ce qui est impressionnant pour comprendre ce que tu viens de poser, en fait, Arthur, comme question, c'est que quand on va dans une zone, un massif où il y a du cerf, clairement il faut regarder comment se comportent les animaux, et en période notamment de brame ou même déjà tout au long de l'année, finalement, on s'aperçoit des comportements des animaux qui changent tout le long de l'année, avec des regroupements plus ou moins d'animaux, et à la période du brame du cerf notamment, on voit du coup que le cerf commence à s'éclater et à se démarquer les uns des autres. Et là, c'est un petit peu, pour donner une image un petit peu, c'est un petit peu comme un border collie avec les moutons qui essaye finalement de regrouper des biches. Sauf que le border collie, c'est un petit peu le cerf finalement. Et le cerf fait en sorte du coup de garder son petit troupeau de biches. Et quand un autre cerf veut prendre la place de l'autre, finalement, c'est là où ça brame. Et c'est là où il peut avoir des confrontations jusqu'à même se battre. Généralement, ils se battent pas tout le temps, faut pas croire. C'est vraiment, on va dire, quand il n'y a plus trop le choix entre ce cri, ce chant de brame, s'ils sont pas d'accord avec le chant et ils s'estiment plus forts les uns que les autres, là, ils se battent à ce moment-là pour se dire, ok, maintenant c'est qui le plus fort entre les deux, et ils se blessent malheureusement pendant cette période. Donc c'est pour ça la présence humaine n'est pas très, on va dire, la bienvenue pendant ces périodes-là, parce que les cerfs décèdent certaines années pendant cette période, ce qui est rare, mais ce qui arrive quand même malgré tout. Présence humaine, mais présence d'autres animaux aussi, parce que qui dit marquage de territoire, dit marquage de territoire par rapport à d'autres espèces, voire d'autres espèces de cerfs entre eux, ou pas forcément? C'est vraiment que pour les humains? Non, le cerf va marquer son territoire, c'est vraiment par rapport aux autres cerfs. C'est uniquement par rapport à ça, donc pas par rapport aux autres espèces ni quoi que ce soit. Le but, c'est bien comprendre cette part de rivalité qui va opposer les cerfs entre eux, les mâles entre eux. Et donc, le but, c'est faut se mettre dans la tête de l'animal, et s'imaginer que chaque autre animal, chaque autre cerf va être pour lui un concurrent direct à cette phase de reproduction. Et est-ce que cette phase correspond au moment où ils ont les bois les plus importants finalement sur l'année, ou... Alors, comment dire? Donc, je vais répondre également par rapport à cette histoire de territorialité. Dans la nature, rien n'est définitif. D'un secteur à un autre, les périodes de brame vont être différentes. Notamment en altitude, le brame va être beaucoup plus tardif, et par rapport à nous, la plaine, ça a lieu vraiment, peut commencer à la fin du mois d'août et se terminer à la fin du mois de septembre. Et
on a en termes de territorialité des massifs forestiers où vivent uniquement les biches, pas de cerfs. Généralement, dans ces hardes de biches, il va y avoir des fois des très jeunes cerfs, première tête, deuxième tête, donc c'est des animaux qui poussent leur premier bois, quoi. Et puis des jeunes mâles qu'on appelle des daguets, donc ça va être des animaux âgés de 1 an à 2 ans. Et pas de cerf adulte. Donc un cerf est considéré comme adulte au bout de 6 ans à peu près. Donc pas de cerf adulte, c'est ces cerfs-là qui viennent rencontrer les biches pendant la période du brame. Donc souvent, ils peuvent être à 30, 40, 50, 60 km de leur endroit de brame et venir progressivement aux alentours du mois de septembre pour rejoindre leur quartier de brame. Donc sur ce que tu disais juste avant par rapport au bois des cerfs, leur bois, eux, tombe au mois de février-mars. Donc va ensuite suivre la période des refaits. Donc en fait, c'est tout simplement le bois qui va se refaire, donc à peu près 1 cm par jour. Donc il faut imaginer ça. En 3 mois, le cerf a refait toute sa ramure. Et en fait, plus le taux de testostérone va monter à partir du moment où il perd ses bois, donc le taux de testostérone est au plus bas, les bois tombent. Et plus le taux de testostérone va monter, plus les bois vont pousser. Et plus l'intérêt photographique sera là. Exactement. Parce que c'est quand même un peu graphique, quoi. Ouais, totalement. Et donc, à partir du moment où le taux de testostérone est au plus haut, on arrive à la période du brame. Donc, effectivement, c'est le moment où les bois ont poussé en intégralité. Ok. Donc, le jeu de quête, c'est d'essayer de réussir à trouver un cerf adulte. Je reviens un peu sur cette notion de territoire. On a une idée de la taille du territoire d'un cerf pendant la période. C'est quoi? C'est des centaines de mètres? C'est des kilomètres? On parle de quoi? Et j'anticipe tout de suite une deuxième question. Est-ce que les cerfs brament au même endroit d'une année sur l'autre? Alors, en termes de territorialité, pendant le brame, ça peut être plusieurs kilomètres parce que les places de brame ne sont pas les mêmes d'une année sur l'autre. Elles sont souvent conditionnées par les biches et donc par la nourriture aussi. Donc, par exemple, chez moi, dans la plaine, les animaux vont beaucoup bramer dans les cultures, donc des cultures de colza, des cultures de blé, parce que c'est très très appétant en termes de nourriture. Donc une culture qui est en blé une année et qui est en maïs l'autre année sera beaucoup moins appétante pour le cerf, par exemple. Ouais, et puis il faut bien prendre en compte aussi, pendant la période du brame, on dit voilà, que c'est le cerf qui est roi, etc. Mais c'est les biches qui mènent le cerf. Donc, entre guillemets, quand on est en période de brame, si on voit des biches, clairement, souvent, si une nous voit parmi une centaine de biches, c'est mort. Tout le monde s'en va. Et le cerf, bien sûr, suit les biches. Donc, il faut être bien plus vigilant sur les biches que le cerf. Le cerf, il fait tellement de bruit que lui, entre guillemets, avant de nous repérer, il est très loin de nous repérer. Mais les biches, par contre, sont ultra, ultra attentives et c'est impressionnant. Je pense que Teddy, il a eu certaines expériences où il se dit comment il a fait pour me voir. Et c'est très, très impressionnant. Là. Vraiment, les biches, elles sont tout le temps aux aguets. Voir ou sentir, non? Ouais, le vent, c'est sûr. Hein. Enfin, le vent, clairement, si on est vent de dos, c'est même pas la peine d'avancer. Hein. C'est le cerf là nous sentira, mais la biche, la vue qu'elle a, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes, plusieurs espèces? On parle souvent du cerf élaphe. Est-ce que ça veut dire que c'est propre au territoire français ou combien il y a d'espèces de cerfs qui cohabitent? Vous avez les mêmes cerfs dans vos deux régions, vous deux là? Oui, c'est les mêmes cerfs. Après, c'est pas forcément les mêmes souches, les mêmes génétiques. Donc, sinon, c'est exactement la même espèce. Hein. Dans les cervidés, en France, on va retrouver uniquement le cerf élaphe, le chevreuil, qui est également un cervidé, le daim, et puis le cerf sika, où il y a des petites populations un peu relictuelles et un peu échappées d'élevage. Et à quel moment de la journée on peut entendre le brame du cerf?
Ça dépend des régions, je pense. En Bretagne, moi, je sais que cette année, j'ai fait le brame pour la première fois. Hein. J'ai fait le brame cette année, je l'ai fait qu'une fois, volontairement. Tout simplement parce que quand on n'est pas prêt, eh ben, on n'y va pas. On va parler de la préparation juste après, justement. Et donc, moi, c'est la première année cette année, mais voilà, mentalement, j'étais prêt. Je voulais absolument le faire parce que j'étais vraiment opérationnel pour ça. Et y aller pour déranger, on va dire qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà. Mais j'ai oublié la question, donc c'est super. À quel moment de la journée on peut espérer entendre le brame du cerf? Donc, moi, en Bretagne, par exemple, cette année, quand j'ai fait le brame du cerf, il faisait jour à 8h, on va dire, 8h, 8h15. Clairement, après 8h30, c'était même plus la peine, quoi. Donc, faut être au bon emplacement, au bon endroit, et dans les 15 minutes qu'il y a, c'est le moment, quoi. Sinon, on les entend, en fait, on les entend, il fait nuit noire, et avec un peu de chance, quand ça commence à se lever, on les voit à ce moment-là. Mais le brame, du coup, c'est vraiment un moment particulier pour le cerf. Est-ce que c'est un moment où il émet des sons, ou est-ce que finalement il fait d'autres choses en même temps qu'il émet ses sons? Est-ce que quand il y a des combats, il brame? Est-ce que quand il fait ses petites affaires avec les biches, il brame aussi? Ou est-ce que c'est juste une sorte d'introduction d'un truc et de conclusion d'un truc? Le brame, déjà, c'est pour signaler sa présence aux biches. Donc il va y avoir, comme Marc le rappelait juste avant, différents types de brames, des brames plus ou moins langoureux qui vont vouloir dire certaines choses. Généralement, on entend les cerfs qui sont, depuis leur remise, ils vont uniquement se toiser, donc ça va être des brames très, comment dire, très... De domination ou d'affrontement? Non, ça va être des brames plutôt passifs. Ils vont uniquement se toiser depuis les endroits où ils dorment la journée. Donc ils se répondre, voilà. Ils se répondent juste pour dire je suis là, je t'entends et c'est terminé. Et, la dissuasion, ça. Exactement. Et il va y avoir en termes d'intensité des brames beaucoup plus intenses quand par exemple deux cerfs se rapprochent, un arrive vers un autre qui garde une ou deux biches. Et bah là, on va entendre même à l'oreille, sans forcément visualiser la scène, que là, ça chauffe, ça bouillonne, l'intensité, elle monte, les brames sont de moins en moins espacées, de plus en plus excitées, et on sent qu'il y a une ferveur qui monte. Il va y avoir aussi des petits rôles saccadés qui vont permettre de dire qu'un cerf va courser un autre animal, soit une biche, soit un petit cerf. C'est tout un langage, en fait, finalement. Hein. Ouais, et puis des fois, même dans le regard, tu vois, moi, ça m'est arrivé à certaines qu'un cerf bloque un autre sans se confronter, mais juste avec le corps qui bloque vraiment l'accès aux biches. Donc, c'est assez, faut vraiment le vivre et comprendre, en fait, les choses, pas attendre que ça brame, mais comprendre le comportement, finalement, parce qu'il y a le brame, mais il y a plein d'autres choses aussi dans le gestuel, dans le comportement des animaux qui font cette période-là, quoi. Dans les comportements, effectivement, même juste avant un combat, il y a ce qu'on appelle la marche parallèle. Donc c'est-à-dire que deux cerfs vont marcher de manière parallèle, côte à côte, avec la tête un peu de travers, de manière à se jauger, à se toiser, juste avant le combat. Et au moment d'excitation qui est le plus fort, les cerfs vont baisser la tête et se taper. J'ai eu au plus qu'un combat a duré, et ce que j'ai pu voir, c'était 25 minutes. Donc vous imaginez, 25 minutes, c'est énorme. Hein. Généralement, les combats, ils durent 1-2 minutes. C'est déjà des très beaux combats, mais 25 minutes pendant lesquelles ils jouent leur vie. Donc que ce soit en termes d'énergie, c'est la période pour eux la plus sensible, où ils perdent pour la plupart jusqu'à 1/3 de leur poids corporel. C'est quand même énorme sur des grosses bêtes comme ça. Et donc, vous imaginez, pendant 25 minutes, se battre à mort, finalement, pour pouvoir séduire une femelle. En tout cas, vous racontez ça très bien tous les deux. On est en plein dedans. Hein. On est avec vous dans la forêt, là, à l'affût. C'est passionnant. Bon, maintenant que l'on l'entend, le cerf, pendant la période du brame, la partie la plus délicate va être donc de s'en approcher pour tenter de réussir à l'observer et peut-être à capturer son image. On écoute de nouveau le photographe Jérémy Villet nous parler de la technique qu'il tente de mettre en place
quand il part à la rencontre du roi de la forêt. Vraiment, le risque au brame du cerf, c'est de déranger les cerfs. Donc, le but des photographes, nous, c'est de rester en retrait des zones et espérer que parfois le cerf, en surveillant sa zone, vienne jusqu'à nous. Mais ça marche. On ne pourra rien voir de tout ça si on s'approche. On ne peut pas faire d'approche. C'est ça qui est bouleversant avec les cerfs, c'est que c'est un animal qu'on n'arrive pas à approcher. Il nous sent, il nous entend. On fait trop de bruit. Les biches qui passent leur journée à se surveiller autour d'elles nous voient, nous entendent, nous sentent. Donc c'est aussi c'est très dur comme photographie parce que ça demande beaucoup d'humilité. C'est très attirant, le bruit, la grandeur du cerf, mais la seule technique pour photographier, c'est l'affût. Donc c'est de ne pas bouger, de ne pas aller dans une zone, de rester en bordure, de se retenir d'approcher et d'espérer que l'animal arrive. Et en même temps, c'est très créatif parce qu'on choisit un endroit, souvent, où on espère que le cerf va passer. On en rêve la nuit et le matin, quand le jour se lève, on espère voir ces bois comme des grandes épées qui passent à travers les fougères et qui passent devant, je sais pas, un étang avec la brume qu'on aura choisi. C'est un travail de composition avec la réalité qui est très, très dur, très simple. C'est vraiment un jeu d'apparition et de disparition, les cerfs. Alors, selon Jérémy, la seule façon de photographier ou de filmer le cerf pendant le brame, c'est l'affût. On a l'impression même que c'est comme si on jouait au casino, quoi. Vous confirmez qu'on est bien dans ce registre-là ? Pour moi, oui, je confirme à 300%. Je pense que je dois passer... je fais au moins une sortie par jour tout le mois de septembre, avant le boulot, après le boulot. Et je prépare mes affûts au mois d'août, avant le brame. Donc je vais repérer les zones où sont les biches, justement, comme Vincent parlait tout à l'heure, parce que c'est elle qui conditionne le brame. Je vais repérer les endroits et je vais faire 2 affûts sur chaque place de brame en fonction des vents dominants. Donc, par exemple, moi dans l'est, c'est les vents d'ouest et les vents d'est. Et je vais préparer des petits chemins d'accès pour pas me faire repérer, pour pas marcher sur des brindilles, faire du bruit. Et généralement, je vais me mettre en place 2 heures avant le lever du soleil. Donc 2 heures, c'est relativement long, mais ça me permet d'aller à l'oreille, de pouvoir entendre le déplacement des animaux, quelle est leurs attitudes, où est-ce qu'ils vont se déplacer, tout ça. Et d'être aux premières loges dès les premières lueurs, hein, l'heure bleue qui est la plus intéressante en termes de photos pour moi. Plutôt le matin alors, que le soir. Plutôt le matin, souvent le matin parce que c'est les plus belles lumières. Hein. C'est les plus belles lumières et l'intensité peut être très forte ou pas du tout. Hein, parce qu'on nous posait la question tout à l'heure de quel moment écouter le brame du cerf. Il faut savoir qu'il n'y a pas de moment type parce que la biche, elle tombe en œstrus pendant 24 heures. Donc il y a 24 heures pendant lesquelles l'animal peut saillir. Donc si elle arrive en œstrus à 11h du matin, les cerfs à 11h du matin, ils vont être pleine bourre comme jamais, comme ça peut être le cas à minuit, quoi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des périodes en plein brame où on va rien entendre du tout. Et tu procèdes de la même manière, Vincent, pour tes affûts? Tu t'y prends aussitôt le matin? Moi, j'expérimente un petit peu sans déranger le moins possible parce qu'on dérange malgré tout, même si on a l'impression de ne pas déranger, on dérange. L'affût est une technique, mais il y a aussi son inconvénient, c'est qu'on laisse beaucoup d'odeur malgré tout. Parce que quand on reste une journée ou 2 ou 3 au même endroit, automatiquement, notre odeur reste à cet endroit-là. Donc l'affût c'est bien, mais ça peut être aussi néfaste en fait. C'est toujours, faut trouver le pour et le contre. C'est pour ça qu'on dérange tout le temps malgré tout, même si on fait un affût. Moi généralement, je fais de l'affût, on va dire, j'arrive au milieu d'après-midi, je m'installe à 4h à peu près, parce que des fois ça arrive, ça sort à 18h malgré tout, donc il fait encore jour. Donc moi je m'installe vers les 16h à peu près, sac de couchage, tout ce qu'il faut, et je passe la nuit généralement dehors, donc ce qui est plutôt sympa parce qu'on entend vraiment tous les bruits. Et bien sûr, souvent, on croise d'autres espèces, hein, les sangliers ou autres. Et par contre, l'inconvénient que j'ai trouvé à ça, c'est que le sac de couchage, ça fait du bruit. Et quand il y a vraiment on va dire, pas de vent et vraiment c'est ultra silencieux,
Parce que c'est important, tu parles de sac de couchage, mais il n'y a pas de tente du coup. Tu parles d'un bivy, c'est quoi comme sac de couchage? En fait, donc moi j'ai le sac de couchage, je prends du moins 10 degrés pour du 5 degrés pour vraiment être confort. Mais avec les mouvements, en fait, ça fait vraiment un effet de bruit, en fait. Donc c'est la seule contrainte que j'ai trouvée. Mais bon, sans sac de couchage, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Après, il y a soit la tente à fût qu'on achète entre guillemets sur le marché directement, ou soit autrement, il y a la méthode B où là on prend du bois qui est déjà tombé au sol et puis on rajoute des fougères bien sûr par-dessus pour vraiment faire bien caché. Donc ça, et puis après au matin, on va dire qu'on est déjà sur place et là, on croise les doigts parce qu'on voit rien, il fait tout noir. Et plus le jour se lève, plus on se dit on va peut-être voir une silhouette et des fois on tombe sur la bonne prairie. Et là, vous savez que de toute façon, s'il y a on va dire 2-3 biches dans le champ, vous savez très bien que il va arriver à un moment donné. Donc ça, c'est assez impressionnant quand vous avez 10 biches dans un champ. Vous voyez les 10 biches, mais vous ne voyez pas le cerf. Vous dites, il va arriver, mais d'où, je ne sais pas. Et des fois, il arrive à 5 mètres de vous et vous dites, oh punaise, vous êtes incapable de faire une photo ou une vidéo parce que vous l'entendez respirer. C'est ce genre de choses finalement qui est assez impressionnant quand il n'y a pas un bruit et vous voyez les biches, vous savez très bien que ça va arriver et là, c'est la surprise, quoi. Je pense que Teddy a eu ces expériences-là où l'entendre avant, mais quand on l'entend pas, on sait que ça va sortir, quoi. Mais du coup, le choix de l'endroit, alors j'ai compris qu'il se faisait en fonction de vos repérages, de l'endroit où étaient positionnés où passaient les biches, en l'occurrence, mais l'endroit exact où vous vous posez, où vous installez votre trépied, où vous préparez votre cadrage, il est défini par finalement le décor, l'environnement, la beauté du cadrage que vous allez pouvoir peut-être obtenir si jamais le cerf vient se positionner exactement à cet endroit-là, où finalement c'est plus une espèce de zone que vous vous autorisez à couvrir et que vous choisissez le truc le plus probable pour qu'il se passe quelque chose, au lieu de peut-être travailler le truc parfait à un endroit ultra précis, mais qui ne fonctionnerait que dans un scénario possible. Alors, je sais que tous les photographes ne travaillent pas de la même manière, mais que ça soit sur le cerf ou sur d'autres espèces, je vais d'abord penser à mon cadrage et à l'environnement, c'est-à-dire que j'ai déjà un peu les images en tête que j'aimerais réaliser. Je consacre énormément de temps à réfléchir à mes compositions. Et du coup, je vais préférer plutôt la qualité à la quantité. Donc, je vais affûter davantage dans des endroits où il ne se passe pas forcément grand-chose. Mais où si toutefois un animal passe à cet endroit précis, j'aurai tout de suite l'image que j'attends. Donc, ça nécessite souvent à passer des fois... je vais dire les choses comme elles sont, des centaines d'heures avant de réussir à avoir toutes les conditions réunies, la lumière, le sujet, ce qu'il faut. Mais pour le coup, j'arrive toujours à avoir les images que je veux. Donc, ce qui va conditionner ma position, mon poste d'affût, ça va être vraiment l'environnement, le biotope et surtout la lumière. Je suis un très grand friand des contre-jours. Donc, je sais que je vais déjà avoir qu'une fenêtre. J'aime bien les lumières du matin. Donc, les vents d'est, si on en a 5-6 sur la saison, c'est déjà très très bien. Donc, ça me laisse qu'une petite opportunité, une petite fenêtre de tir pour pouvoir espérer avoir des rencontres sur ces moments-là, quoi. Et les pièges photos dans tout ça, ça peut être une tentation ou c'est quelque chose que finalement vous n'utilisez pas à la fois pour du repérage ou pour une image? Vas-y, Teddy, je reprendrai la suite après. Moi, je les utilise pas. Je les utilise pour d'autres espèces, mais pas pour le cerf. Ça, quoi qu'arrive, on sait que les animaux sont présents, ils sont là, on l'entend. Donc voilà, ça, c'est pas des indices qui vont me permettre de choisir mes affûts, quoi. Ouais, ça bouge tellement quand même que on va dire les pièges photos, on sait, comme dit Teddy, on sait qu'ils sont là, les cerfs, donc, ou les biches, hein, donc on va dire qu'il n'y aurait pas trop d'intérêt, parce que les pièges photos, c'est principalement pour du repérage. On s'en sert pas, nous, derrière, pour faire du développement haut, donc c'est vraiment pour avoir, entre guillemets, une date, une heure et
un bout de un bout de bois ou Oui, un puis ce corps, serait une quelque chose. odeur de plus laissée. Ouais, et il y aurait pas trop d'intérêt finalement derrière la démarche. Par contre, pour du renard ou d'autres espèces, c'est sûr que là, voilà, on se balade un petit peu moins et pour au moins laisser notre présence derrière. Et Vincent, on a vu dans ton premier film, La Connexion sauvage, des fois des affûts complètement délirants que tu mettais en place. Là, tu nous dis que tu passes des nuits à l'affût. Moi, j'ai des questions très terre à terre. Les gars, vous faites quoi pendant toute une nuit à l'affût? Enfin, je veux dire, comment vous faites si vous avez envie de pisser? Comment vous faites si vous avez envie de bouffer? Vous dormez pas, vous écoutez de la musique? Enfin, comment on attend le cerf pendant des heures et des heures On picole, ok? Bon, sérieusement, vous faites quoi pendant ces heures-là? Et en plus, sans vous faire repérer, quoi, du coup. Non, on écoute beaucoup. Après, ça dépend vraiment de chaque, on va dire la manière de chacun. Chacun fait à sa sauce, on va dire ça. Moi, je sais que ça m'arrive, une fois, comme dit Teddy, une fois que tu as choisi ton endroit, tu sais ton cadre, tu sais l'ambiance que tu veux, tu sais le sujet où il va passer, tu as toutes ces conditions, entre guillemets, que tu attends 100 heures ou 500 heures, tu sais que ça va arriver à un moment donné. Tu sais pas quand, mais tu sais que ça va arriver, donc il faut être prêt. Et voilà, ça, combien de fois, moi, ça m'est arrivé qu'un merle gratte des feuilles et je pense que c'est un cerf, alors que c'est un merle. Du coup, tu attends pendant une demi-heure et tu te dis, allez, il va sortir. Et en fait, tu vois un merle sortir. Enfin, vraiment, l'écoute a un rôle ultra important. Mais ça dépense beaucoup d'énergie. C'est surtout ça le problème, parce que combien de fois je me suis endormi en affût, t'es dit peut-être également, mais en fait, faut se concentrer. Dans le regard, tu peux pas, parce que le regard dépense encore plus d'énergie que l'écoute. Donc la plupart du temps, moi, je reste quand même, je regarde au début, bien sûr. À un moment donné, je m'allonge et puis j'écoute énormément. Et puis dès qu'il y a on va dire les plages où là on se dit, là il y a tout, on va dire tous les paramètres sont pour que ça arrive à ce moment-là. Là, on met tous les warnings en route et puis on se concentre à 100% et jusqu'à la tombée de la nuit ou le matin, on se concentre quand même sur les ambiances les plus belles. Tout simplement parce que voilà, quand on fait une photo ou autre chose, il y a les résultats qui comptent. Mais généralement, en termes de résultats, on veut quelque chose de parfait, j'ai envie de dire. Donc, qui dit parfait dit ambiance. Automatiquement, un sujet qu'on prenne à 14h de l'après-midi ou à 7h du matin, c'est vraiment un monde différent et c'est ce qui transmet aussi, du coup, ces émotions. Est-ce que vous faites des affûts parfois avec d'autres personnes? Parce que là, je repense justement, on a parlé tout à l'heure de Vincent Munier, et je repense à Sylvain Tesson dans le film La Panthère des Neiges qui s'impatiente à ses côtés, qui ne supporte pas l'affût, qui trouve ça interminable. Est-ce que ça vous arrive de partir à l'affût au cerf avec d'autres personnes? Oui, bah, en ce qui me concerne, déjà, je partage cette passion pour la photographie animalière avec mon père. Donc forcément, on passe beaucoup de temps tous les deux. Et puis, c'est une passion aussi que je partage avec des copains. Donc ça arrive, je dis toujours, que ce soit pour les voyages ou pour les sorties photos. Alors j'adore être seul, hein, mais quand tu es seul, c'est long. Comme le disait Vincent, bah, moi déjà je suis un grand sensible, donc je médite, je pense à plein de belles choses, mais pas forcément qu'aux belles choses. Donc quand je rentre du terrain, les images sont pas forcément toujours belles dans la tête, surtout quand tu rentres de 10 heures de bredouille. Et je pense qu'effectivement, oui, le bonheur est encore plus amplifié quand il est partagé, parce qu'il y a au moins une personne qui a vécu la même intensité du moment. Les images, c'est bien, pouvoir le présenter, mais ça reflète jamais l'intensité de l'émotion que tu as pu vivre sur le terrain. Alors, avoir au moins une personne qui a vécu ce moment-là, c'est tout simplement un moment en commun dans une vie qu'on a ensemble, quoi, qu'on a vécu ensemble. Donc, mais c'est d'autant plus risqué pour se faire repérer, hein, parce que 3 potes photographes à 2h du mat dans une forêt, ça s'appelle un bivouac. On prend une guitare, on allume un feu, et puis là, c'est mort pour faire la moindre photo. Bon, maintenant qu'on est installé à l'affût, arrive évidemment le moment de passer à l'action et de faire les prises de vue, que ce soit des photos ou des vidéos. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà dans votre sac? Qu'est-ce que vous installez comme matos techniquement sur votre affût? Vincent, pour commencer. Pendant le tournage, nous, comment on avait fonctionné, j'avais toujours 2 boîtiers avec moi. J'avais un 500 mm avec moi en objectif et puis un 300 mm à côté au cas où. Hein, j'avais toujours au cas où, si un boîtier, on ne sait jamais, hein, c'est toujours pareil.
si jamais il y a un problème ou quelque chose. Et puis après, une dizaine de batteries, bien sûr, parce que comme je suis sur du matos, on va dire photo de base où je fais de la vidéo, les batteries sont rapidement consommées. Et après, un bon trépied, parce qu'en vidéo, on va dire que le trépied fait vraiment la différence, surtout quand on cherche à faire des sujets en mouvement. C'est ça, on va dire, par rapport à la photo. On va dire la photo vs la vidéo. La photo, il faut 1 seconde. On a la photo. La vidéo, on a 1 seconde. On n'a pas la vidéo. C'est vraiment ça ce que j'ai trouvé la différence entre les deux pratiques. Mais ce qui rend la démarche différente et également le minimaliste différent. Je trouve que le minimaliste en vidéo ressort beaucoup plus que de la photo. Donc voilà, il y a plein de choses il y a le plus et le compte là-dessus, mais au niveau du matériel, voilà, c'est le trépied qui est plus lourd pour moi, et ensuite 2 boîtiers, et puis voilà, c'est à peu près tout sur la partie, et des jumelles, bien sûr, qui contribuent quand même au repérage des animaux. Et tu parles de 500 mm, 300 mm, tu restes en plein format ou tu vas sur des plus petits capteurs? Moi, je reste, pour être transparent, je reste sur le R6. Donc, je fais toutes mes vidéos sur le R6. Je n'ai pas voulu prendre du R5 ou R3 ou autre. Le R6, pour moi... Alors, Canon, pour ceux qui ne connaissent pas les références de boîtier par cœur. Donc, après, c'est du plein format, donc. Ouais, du plein format. Après, il y a plein de marques, bien sûr. Mais pour moi, le R6 en basse lumière, c'est vraiment une dinguerie. Pour faire du cinéma. Donc, c'est assez surprenant. On se dit, un boîtier à 2500 €, entre guillemets, ça passe en salle de ciné. Oui, ça passe très bien. Donc moi je suis essentiellement en R6 là jusqu'à présent. Après pour la photo on verra comment que ça se passe, mais R6 principalement en 500 f4 et 300 f2.8 de chez Sigma du coup en objectif. Et toi Teddy du coup? Alors moi dans mon sac à dos j'ai beaucoup de matériel de camouflage, donc filet de camouflage, des tenues 3D, mon trépied effectivement, ma paire de jumelles, parce que ça c'est mes yeux. Et puis en termes de matériel photographique, donc j'utilise un 400 mm f2.8, donc c'est la deuxième version EF, donc stabilisé, hein. Et puis j'utilise le Canon EOS R5 depuis maintenant 2 ans à peu près. J'en suis très satisfait également pour les basses lumières. C'est à peu près tout, avec toujours un petit saucisson dans le sac à dos et puis une petite bière parce que ça sent pas trop fort le saucisson. Pas aussi fort qu'un cerf. C'est une bonne nouvelle hein, qu'on puisse amener du saucisson au Bram. Exactement. Est-ce que le fait d'utiliser des hybrides, ça a changé quelque chose pour vous, la discrétion des obturateurs, etc. Ou est-ce que là on entre dans le micro-détail? Ouais, carrément. Moi je vois totalement la différence hein, des rencontres. En fait, avant, chaque fois qu'un animal s'approchait, venait à nous, on se posait la question de quand est-ce qu'on allait pouvoir déclencher. Donc on laissait l'animal s'approcher. T'attendais vraiment qu'il soit dans la parfaite attitude, quoi. Lumière parfaite, fallait vraiment avoir tout de réuni avant de déclencher la première photo parce que tu savais que à la deuxième photo, il serait déjà pas dans une attitude naturelle. Donc maintenant, tu te poses plus cette question-là. Alors bon, maintenant c'est les disques durs qu'en souffrent. Hein. Donc maintenant, on est plus tenté à faire beaucoup plus de photos et maintenant, il faut chercher la bonne photo parmi toutes celles qu'on prend. Mais tout à l'heure, tu parlais plutôt de qualité par rapport à la quantité. Ça veut dire que tu n'utilises pas le mode rafale? Ah si, tout à fait. Mais je disais ça par rapport au fait que je vais pas forcément aller dans des endroits où il y a beaucoup d'animaux, mais plutôt dans des endroits où ça me parle d'un point de vue composition, quoi. Voilà. Alors c'est assez original, hein, puisque finalement tous les deux vous travaillez avec des hybrides Canon 24-36 très modernes, mais vous les utilisez tous les deux avec des optiques conçues à la base pour le réflexe. Alors toi un 400-2.8 Canon et toi des optiques Sigma en monture EF. Vous n'êtes pas tenté un peu de voir ce qui se passe là avec les dernières optiques hybrides, alors que ce soit les modèles justement développés par Canon? Toi Vincent, si tu veux rester avec Sigma, bon, ils n'ont pas encore d'objectif en monture Canon RF. Peut-être que ça viendra un jour
un jour peut-être, mais chez Sony ou en monture L, ils ont des optiques fabuleuses quoi, maintenant conçues pour les hybrides, quoi, pour le coup. Moi, pour la vidéo, on va dire que pour le moment, j'ai pas. En fait, je fais essentiellement la prise de faune dans les films, donc on va dire que le 500, il me convient idéalement. Tout comme le 300, après, c'est sûr, hein, plus on rajoute des bacs EF, RF, automatiquement, on perd quelque chose. On ne sait pas ce qu'on perd parce qu'on ne l'a jamais testé sans. Mais c'est sûr que dans les montées en ISO, on se dit merde, j'aurais peut-être, voilà, cette bague-là, elle est embêtante. Après, au niveau de la qualité, franchement, je ne suis pas du tout déçu, bague ou pas, finalement. Donc voilà, c'est sûr que quand l'opportunité s'y prêtera, ça sera un régal d'y aller sur de la monture RF. Mais pour le moment, moi, clairement, je ressens pas le besoin, et je pense que je ressens pas le besoin parce que la faune est tellement sublime et apporte tellement que finalement peu de gens s'y apprêtent, on va dire, regardent ce détail-là et regardent plutôt l'émotion que l'animal procure que finalement le petit piqué qui peut être plus ou moins net. Et quelle serait la focale la plus courte qu'on pourrait utiliser pour envisager d'aller au Brahms? Est-ce que vous êtes sur des focales assez longues et très lumineuses, pas forcément accessibles pour tout le monde? Est-ce que par exemple on peut imaginer aller au Brahms avec un 70-200 de 8? Pour de la vidéo, je pense que oui. Pourquoi? Parce que quand on fait un film, on peut être en scope, on peut être en flat, et je sais que moi j'ai du scope, clairement, mes prises sont trop proches, donc je suis obligé de couper les pattes ou couper les bois, et notamment le cerf qui a du coup des grands bois, donc automatiquement voilà. Sur du 200, je pense qu'en vidéo, franchement, ça passe très bien. La photo, par contre, je vais peut-être te laisser Teddy là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, que plus les gens qui sont pas forcément initiés à cette pratique-là, plus la focale sera petite, plus la tentation d'aller plus proche sera grande, et donc plus le risque de dérangement sera important. Donc je pense que, à contrario, moi je conseillerais au minima un 300 mm, voire des focales beaucoup plus grandes, quoi. Après, je vais prolonger avec ce que dit Teddy, parce qu'en fait, pendant le tournage, moi, je sais que j'avais 2 boîtiers au début, donc un 300 un 120-300 f2.8 et un 500. Et je sais que j'enregistrais en simultané avec les 2 boîtiers et les 2 focales pour avoir 2 prises de vue, en fait, pour avoir les mêmes plans, en fait, en doublon. Ce qui fait que le focus, il faut bien le gérer, du coup, sur les 2 boîtiers, parce que on est en manuel, donc c'est un peu plus compliqué, mais des fois, avoir 2 boîtiers, c'est l'intérêt. Après, c'est chaud à gérer, parce que du coup, on switch avec les 2 caméras en route en même temps. Mais du coup, ça permet d'avoir la même scène avec deux variantes. Oui, sinon, parce que là, on a beaucoup parlé d'hybrides Canon, d'optique Sigma, mais il y a aussi les petits capteurs qui sont aussi une solution pour allonger la focale et à des budgets un petit peu moindres. Ah oui. On a du choix chez Canon encore, le R7, c'est excellent. Chez Fuji, on a XT5. Chez OM System, on a l'OM1. Chez Lumix, là, on a le G9 Mark II qui vient de sortir avec toute une gamme micro 4 tiers qui est assez pléthorique. Donc finalement, on peut quand même aller s'essayer au Brahms avec un budget moindre. Mais quand même, à vous écouter, on a l'impression qu'il faut faire gaffe à pas trop pousser dans les hautes sensibilités. Hein. Nous, on sait de quoi on parle ici. On a l'impression, parce que tout se passe principalement dans des conditions de luminosité très faibles, quoi. Clairement, des fois, ce que tu vois dans l'appareil, tu le vois pas à l'œil, en fait. Donc, on monte des fois en ISO, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de dire, beaucoup de choses se rattrapent quand même en post-traitement. Ça aide quand même considérablement. Enfin, je vois maintenant des photos que j'ai faites il y a 3 ans, j'en ai récupéré il y a peu de temps, et ça se récupère. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? C'est affolant. Donc maintenant, ça se récupère quand même beaucoup plus simplement. Après, je pense qu'aussi, quand la partie photo, il y a tellement maintenant de photographes qu'on est aussi dans un niveau d'exigence qui est beaucoup plus fort. Je sais que des fois, on se parle beaucoup entre photographes, et clairement, ce qu'on regarde beaucoup, c'est le piqué. Alors que finalement, le public, clairement, un piqué moyen ou un piqué bon ne voit pas la différence. Et on est souvent là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu, je pense aussi, de cette idée de piqué. Et au niveau du matériel, maintenant, il y a énormément de choix qui s'offrent à nous, ce qui est un avantage et un inconvénient, parce que on va dire qu'il y a une offre tellement, on va dire, en adéquation avec le besoin du photographe animalier, qu'aujourd'hui, un énorme public peut se permettre d'avoir ce matériel-là. Ce qui est bien pour le public, mais pour la nature, du coup, c'est un petit peu moins bien, parce que voilà, on va vers les animaux de manière beaucoup plus proche.
Et puis pour se décomplexer par rapport au piqué ou au manque de piqué, on peut consulter l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, La Nuit du cerf, avec les sons de Marc Namblard et les images de Vincent qui sont pour la plupart plutôt floues, voire il y a beaucoup de filets, de choses comme ça, très suggérées en fait. Écoute, la transition est toute trouvée, mon cher Benjamin. Alors, on a beaucoup parlé d'images là, mais vous faites tous les deux de la vidéo. Et quand on parle de vidéo, on parle aussi de son. Pour le coup, comment est-ce que vous gérez ça, le son à l'affût? Quel type de micro vous utilisez? Est-ce que c'est des micros qui sont montés sur vos caméras? Est-ce que vous poussez le game un peu plus loin à aller mettre des micros un peu déportés? Alors, pas pour faire de la spatialisation, hein, mais voilà, comment vous abordez? Vous savez que enfin, vous savez, évidemment, vous savez, le son est tout aussi important que l'image, voire même plus, des fois. Peut-être même que ça vaut principalement pour le Bram, hein. Est-ce que finalement, la meilleure expérience du Bram, c'est pas le son? En fait, le son, on se rend pas compte, mais je pense que le son est plus important que la vidéo. Clairement, tu vas dans une salle de cinéma, tu mets une vidéo moyenne, on va dire moyenne def, avec un son vraiment bon. Tu mets une vidéo très haute def avec vraiment une qualité exceptionnelle et un son vraiment monstrueux. Tout le monde se barre de la salle parce que le son est pas bon. Par contre, la vidéo est moyenne, les gens ils vont rester quand même. Donc clairement, un son peut pourrir un film, malheureusement. Et par rapport au son, c'est vrai que c'est un autre monde. Moi, je sais, quand on a commencé le film, j'ai commencé avec un micro canon pour prendre le mono, on va dire, quand on filme. Et en fait, on se rend compte que c'est bien plus au-delà qu'il faut aller chercher. Je sais que j'ai acheté moi un ampli supplémentaire pour du coup rebrancher mon canon dessus pour amplifier au max et aller chercher finalement la respiration des animaux hôtes. Et après, pour la partie spatialisation, on va dire ça, moi je fonctionne beaucoup avec la société Zoom sur leur matériel, qui est une gamme plutôt accessible, on va dire, pour tout public, et qui marche très très bien. Et je sais que il me semble que c'est le Z3 VR, si je dis pas de bêtises, qui prend du coup en vraiment... En 360. C'est en 360, et ça je sais que je l'ai essayé là, il y a 2 mois à peu près, et c'est juste dingue parce que du coup tu le poses au milieu de la forêt, et en fait ça te fait ton son d'ambiance finalement qui correspond quand tu fais un 7.3 ou un 5.1 par exemple en salle de cinéma, finalement, tu as que récupéré cette base-là, tu le mets en fond, et ça te fait ton fond de tout ton ambiance film, finalement, quoi. Donc, ils proposent quand même beaucoup de choses sur le marché, mais ça, c'est l'outil vraiment que j'ai trouvé affolant, parce que tu sors 4 pistes audio, et ça te fait vraiment... tu n'es même plus en stéréo, tu es vraiment en 5 ou en 7, quoi. Et toi, t'as dit le son? Le son, moi, effectivement, oui, j'ai un micro sur mon boîtier. Mais pour la plupart du temps, quand il faut des bonnes prises de son, ça va être avec des micros qui sont placés directement dans la nature. Et pour ça, j'ai un copain qui est cinéaste et preneur de son. Donc quand on travaille ensemble sur différents tournages, et du coup, il a suffisamment de matériel et je suis pas bien placé pour en parler. Oui, puis bosser avec un ingénieur du son, c'est fabuleux. J'ai eu la chance de suivre Marc sur le terrain, en Alaska, sur l'ours Kodiak. Et alors, quand on fait des photos et qu'on bosse avec un preneur de son, parfois il a mis des micros à des endroits qu'on ne connaît pas. Ça peut être... la réprimande peut être sévère. Mais revient le problème de la bande de potes à l'affût qui peut être assez... délicate à gérer pour arriver au résultat souhaité. Enfin bon. Le silence est d'or. Bon, écoutez, en tout cas, merci. On va s'arrêter là, évidemment. Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute de ça. C'est passionnant. Merci infiniment, Teddy et Vincent, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que ça donne envie. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné envie déjà d'aller essayer d'écouter le brame du cerf dans la nature. Et puis, pourquoi pas essayer de réussir une photographie à l'affût. Un jour, il faudra que je le fasse, Benjamin. Tu il faudra de Rambouillet. De Rambouillet. Il y a des merveilleux brames. D'ailleurs, Jérémy habite pas loin de... il habite dans ces coins-là. Et il vous invitera. Ça marche. Bon, écoutez, on termine là-dessus et on passe à la suite avec le débrief. Nous sommes toujours avec les photographes Vincent Ranoux et Teddy Bracard pour notre grande émission dédiée à la photographie animalière et au brame du cerf. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo.
Alors messieurs, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes, et ça va pas être facile, tout ce que l'on s'est dit pendant cette passionnante émission. Première question pour toi Teddy. À quoi correspond la période du brame du cerf ? Alors c'est la période des amours, c'est une période de vulnérabilité pour l'espèce et c'est donc une période auquel il faut faire très attention. Vincent, quand et où se déroule le brame du cerf ? Quand et où? Ben, j'ai envie de dire partout où le cerf est présent. Et quand, majoritairement, on va dire début septembre, on va dire à mi-octobre. Après, ça dépend des régions. Mais du coup, où est-ce qu'il est présent ce cerf en Dans France ? dans les massifs principalement. Après, où il y a beaucoup de résineux ou des champs, notamment de colza ou autres cultures, voilà, où il y a à manger tout simplement. Et parlons-en peut-être en ce qui vous concerne tous les deux. Toi, à quel endroit tu le photographies principalement, Teddy, et toi, Vincent, dans quel coin? Dans les forêts de l'Est de la France. Voilà, Mais il ne je- sera pas plus C'est comme précis. les coins champignons. Hein. Moi, en Bretagne, bon, après, c'est dans les grandes forêts bretonnes. Hein, voilà, il y a beaucoup de forêts. Je ne vais pas dire de nom parce que clairement, sinon, ça incite les gens à y aller. Mais clairement, la population est faible. Donc, il y a des cerfs, on va dire, dans quasiment tous les massifs en Bretagne. Mais il y a une quantité très, très limitée. Donc voilà, pour les voir clairement, voilà, c'est sûr qu'il y a août où il y a plus de chances, août, septembre, octobre. Teddy, sans les imiter, hein, à quoi ressemblent les sons émis par les cerfs pendant le brame et quelles sont leurs significations ? Alors, à quoi ressemble, je dirais... Attends, je vais en mettre un juste pour le plaisir. Alors, ce qu'on vient d'entendre, effectivement, c'est les rères. Hein, on appelle ça un rère. C'est ce gros chant prononcé par le cerf pendant la période des amours. Qu'est-ce que ça signifie? C'est en fait les cerfs qui se signalent leur présence et qui vont permettre en soit de séduire les biches et de marquer leur rivalité avec leurs congénères. Vincent, quelle technique utiliser pour essayer de photographier ou filmer le cerf pendant la période du brame ? L'affût est le plus simple pour filmer notamment, pour la photo également, mais pour la vidéo, il n'y a pas trop le choix. Donc rester quelques heures, quelques journées au même endroit, on va dire, en espérant qu'on a choisi la bonne prairie ou le bon emplacement pour le voir. Justement, Teddy, comment est-ce qu'on choisit l'emplacement de son affût ? Alors avant tout, le sens du vent, c'est la base des bases de tout en photo animalière. Les animaux ont un odorat très très développé, donc on doit toujours être face au vent. Et puis également savoir les zones de gagnage des animaux, donc là où là où les animaux vont venir manger et s'alimenter. Et donc c'est sur ces endroits-là qu'il faudra affûter, donc en lisière de forêt, ça peut être sous un tas de branches, ça peut être dans une toile à fût dédiée à cet effet-là. Le but, c'est d'être invisible. Et juste parce que ça, on l'a très peu abordé pendant la discussion, on a parlé de braconnage, on a parlé de période de chasse. En tant que photographe, comment vous interagissez avec ces périodes-là ? Bon, j'y vais si tu veux. Moi, ça m'est arrivé à 23h, il faisait bien nuit noire, et puis voir des lampes de chantier arriver droit sur ma tente à fût, et avoir deux personnes, on va dire à 5 mètres de ta tente à fût, où tu vois des lasers filer par-dessus ta tente, et tu te dis, punaise, pourvu que rien ne bouge dans mon affût, parce que clairement, voilà, ils savent très bien qu'ils n'ont pas le droit d'être là, parce que majoritairement en Bretagne, c'est des forêts privées, donc sous autorisation des propriétaires. Donc quand tu vois ça, tu dis rien tout simplement, tu te tais, et puis t'attends que ça passe, et tu flippes quand même, parce que à partir du moment où ils savent qu'ils sont pas là, ils sont armés, tu sais pas trop ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà, après tu contactes les gardes forestiers, comme tu as dit, et puis eux ils font leur boulot après derrière, et puis et voilà. Mais c'est vrai que on s'imagine pas qu'on peut avoir du danger, parce que l'homme n'est pas en danger, en tout cas. Enfin, ne se sent pas en danger en nature, mais moi maintenant je me le sens suite à des expériences comme ça, et ça fait du bien malgré tout. On se dit, mince, finalement on peut être, voilà, on n'est pas chez nous. Par rapport, moi je vais juste rebondir, là tu as parlé du braconnage, et par rapport au monde de la chasse, ce qu'il faut savoir, c'est que on partage tous des forêts publiques sur lesquelles on n'a pas plus le droit qu'un autre d'être présent. Donc le partage du territoire est super important. Ce qu'il faut, c'est surtout un dialogue, une ouverture d'esprit relativement suffisante.
Si on est trop extrême dans nos paroles, dans nos actes, le dialogue est totalement impossible. Mais par contre, quand on arrive à discuter, et le partage du territoire, il se fait naturellement. C'est bien, c'est important de pas gêner, que chacun ne gêne pas l'autre dans sa pratique et dans sa passion. Quel type de boîtier et d'optique privilégier pour espérer réussir à photographier ou filmer le cerf, Vincent? Bon, moi, je dirais l'hybride. Après, j'ai envie de dire, le plus important, c'est de savourer le moment. Après, qu'il y ait la photo, la vidéo ou pas, c'est pas grave, c'est savourer le moment. Après, l'hybride, voilà, mais je suis sûr qu'en réflexe, on peut faire quelque chose, ou comme d'autres boîtiers. Il n'y a pas de... faut vraiment avoir quelque chose qui correspond à nos modes de fonctionnement et nos pratiques. Et ensuite, savourer le moment, parce que c'est bien plus important. On se retient vraiment de ces moments-là, après qu'il y ait photo ou pas. Il y en a assez sur Internet et sur d'autres plateformes pour en trouver. Et niveau optique, Teddy? Plutôt des téléobjectifs qui vont être des focales de 300 mm jusqu'à, pourquoi pas un 800 mm, soyons fous. Hein. Ça permettra de faire des portraits, des images un peu plus serrées, mais voilà, des focales plutôt longues qui permettent d'avoir des animaux relativement proches. Et pour terminer, Vincent, 3 conseils à donner pour mettre toutes ses chances de son côté. Se documenter déjà, parce que souvent quand on y va, on se décide pas au mois d'août ou au mois de septembre pour aller au Bram. Donc l'idée, c'est d'avoir une idée en tête déjà au mois d'avril. Au moins, on anticipe les choses. Donc se documenter sur l'espèce, comme ça on prend un petit peu d'avance. Et ensuite, dès le mois d'août, commencer à faire du repérage sur les traces, sur les empreintes, sur les différentes prairies où on peut voir des passages de biches ou autres. Et puis ensuite, faire de l'affût ou la personne qui n'a pas trop le temps de faire de l'affût, qui utilise les sentiers principaux. Sur du cerf, c'est tellement grand que j'ai envie de dire à 250 mètres, 200 mètres, voilà, il y a moyen de faire des choses intéressantes en termes de photos, en termes d'images, en termes d'ambiance, etc., etc. Et t'es dit 3 pièges à éviter? 3 pièges à éviter. Le dérangement, forcément. Le sommeil. Et puis un troisième me vient pas à l'esprit. Pas suffisamment d'imagination. C'est pas grave, allez, on conclut là-dessus. Merci beaucoup les gars pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne? Oui. Première question pour toi, Teddy, qui nous vient d'un dénommé Jules. Quel est ton souvenir le plus marquant avec le cerf? Alors, c'est tout simplement une image, une rencontre totalement fantomatique dans une allée forestière, là où j'affûte tout le temps, à contre-jour, où le cerf est venu dans la brume, se positionner dans des grands sapins, et j'ai fait une image qui pour moi correspond tout à fait à la vision que j'ai du Bram. Fantomatique, énigmatique, et voilà. Il n'y a pas de piqué finalement dans tout ça. C'est très bien. Non, pas beaucoup. Deuxième question pour toi, Vincent, qui nous vient de Voodoo Child 46. Quels sont les meilleurs spots en France pour photographier le Bram du cerf? C'est comme les coins champignons, on les dit pas. Hein. Après, voilà, il y a la... Donne-en un petit peu. Allez, on va dire, il y a l'Est de la France, il y a la Normandie aussi, où il y a des... Voilà, surtout pas, non, t'as dit l'Est, surtout pas. Après, j'ai envie de dire, c'est pas la finalité qui compte. Hein. Moi, en Bretagne, il y a quelques cerfs, quelques centaines. Hein. Mais c'est vraiment le chemin qu'on y apprête pour arriver à ce résultat qui compte. Parce que clairement, voilà, une fois qu'on a eu la photo ou la vidéo, c'est comment on y a accédé le plus important. Troisième question pour toi, Teddy, qui nous vient d'une dénommée Céline. S'il ne fallait prendre qu'un seul objectif pour photographier le Bram, ce serait lequel? Un 70-200 mm ou un 150-600 mm?
Alors, je pense que pour moi, j'opterais plutôt pour le 150-600. Bien qu'il soit moins lumineux que le 70-200, ça permet quand même de rester au maximum le plus à distance des animaux. Et comme je le rappelais encore une fois, pour moi le plus important c'est d'être invisible, même si une fois qu'on est en forêt on n'y est pas. Mais c'est l'optique que je choisirais. 4e question pour toi, Vincent, qui nous vient d'un dénommé Seb. Est-ce qu'il est dangereux de tenter une approche pendant la période du brame et jusqu'où peut-on aller? Dangereux, je sais pas. Après, moi, j'ai jamais eu l'idée de vouloir le faire parce que clairement, le but, c'est d'être vraiment, essayer d'être le plus invisible possible. Donc, il faut pas le faire. Après, je pense que le cerf doit réagir un petit peu comme le chevreuil. Donc, voilà, je suis pas certain qu'il partirait comme ça. Mais voilà, c'est pas à faire. Tout simplement, c'est pas ça dépend de l'éthique qu'on a après. Mais pour moi, voilà, c'est même pas une question à se poser. 5e question qui nous vient d'un dénommé Patrick. Pour toi, Teddy. J'ai l'impression que le son est presque plus impressionnant que les images lors du brame. Quel matériel de captation sonore pouvez-vous nous conseiller? Alors effectivement, moi j'utilise des micros Rode. Enfin, un micro Rode qui est plutôt basique, mais je n'ai pas forcément la compétence totalement la compétence totale pour conseiller le meilleur micro. Peut-être que Vincent aurait J'ai droit à plus 10 secondes. d'expérience. Allez Vincent, vole à son secours. Non, après c'est un mono, filmé en mono, c'est-à-dire prendre vraiment ce qui est en directionnel. Et ensuite, c'est on va dire le monde du cinéma qui fait la suite à rajouter l'ambiance derrière. Mais le mono, il faut vraiment avoir le mono quand on fait de la vidéo sur la faune. Et ensuite, on va dire, c'est l'ingé son qui se débrouille avec le reste et qui rajoute le son d'ambiance, etc., etc. Tu peux peut-être reglisser la référence ou le procédé que tu utilises pour obtenir un son 360 degrés dont tu as parlé pendant la discussion. Ouais, l'idée, c'est d'avoir le mono. Et une fois qu'on a le mono avec la vidéo, quand on fait le montage dans l'intégralité, on y intègre en fait de l'ambiance. Et voilà, on peut avoir différents, on va dire, outils pour enregistrer du son. Certains prennent 2 pistes audio, les 2 qui sont, on va dire, en face, et d'autres permettent les 4 également, c'est-à-dire les 2 devant et les 2 derrière. Ce qui correspond en salle de cinéma, en fait, à avoir du coup le droit et le gauche devant et puis ceux de derrière qui sont remis automatiquement avec la même ambiance. Dolby Atmos. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Question pour tous les deux, les gars. Si vous aviez le choix entre photographier ou filmer le brame avec un 50 mm ou bien alors avec seulement un enregistreur de son genre Tascam, quelle configuration est-ce que vous choisiriez et pourquoi? Moi, je prendrais entre la vidéo. Enfin, déjà, je prendrais le son, quitte à faire, on va dire, changer et innover un petit peu et se lancer dans d'autres challenges. Moi, je prendrais le son. Et voilà, je me débrouillerai avec le son, mais je ferai quelque chose avec le son. Et toi, Teddy? Et bah, du coup, je vais prendre celui qui reste. Hein. Je vais prendre le 50 mm. La focale me fait pas trop peur. Hein. Le but, il est simplement d'essayer de retranscrire une ambiance. Donc, comment bien travailler son poste d'affût et être au bon endroit au bon moment. Après, par contre, tu es obligé d'avoir du son pour la vidéo. Ouais. Oui, ça, c'est vrai. Et t'es jamais tenté, toi? T'as toujours un 400 mm. T'es jamais tenté de voir un petit peu plus large, de faire du paysage? Alors, j'emprunte souvent du matériel chez Canon. Hein. J'utilise énormément le 200 mm f2, qui est très très bon. Oui, t'as bon goût. Ouais. Qui est très très bon. Et alors, un 8, je crois. C'est pas un 200 mm, un 8 même? Il y a le 200 mm 1.8, mais il y a le 200 mm f2. Et moi, celui que j'utilise, c'est le f2, qui est pas trop normalement adéquat pour faire de l'animalier, ou enfin adapté pour faire de l'animalier, mais par contre, il y a des bokeh qui sont totalement incroyables, et surtout, on gagne un petit peu de temps en termes de temps d'image sur une journée, donc c'est plutôt sympa pour pouvoir saisir des images dites de nuit ou de lune. Et après, il faut les deux, hein. C'est-à-dire qu'il faut la focale, le 400 ou le haute, et il faut aussi une focale avec grand angle, parce que
dans le cinéma, on voit jamais que de la focale longue. Donc, il faut avoir les deux, ce qui est souvent le piège, parce que souvent, on a toutes les focales longues, et après, on est obligé de refaire les focales larges, mais prises quelques mois après. Donc, il faut se resynchro et être vraiment avec les mêmes ambiances. Donc, ça, c'est un vrai débat. Il faut bien avoir les deux objectifs avec soi, quoi. Et Vincent, il pense ciné maintenant. Ciné. Raccord, machin, script. On se fait avoir au début, mais quand on doit... le Brame du Cerf, là, nous, on a fait des prises au début septembre. J'avais pas fait les grands angles. On les a refaites là sur mi-octobre. Avoir exactement les mêmes ambiances. On dort pas très bien la nuit parce qu'il faut bien prévoir la météo. Et quand on doit avoir 2 ou 3 vidéastes avec soi, eux, ils viennent. Hein, donc, faut bien planifier. Bon, allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci beaucoup. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Teddy, Vincent, c'était un vrai plaisir de vous avoir avec nous dans notre studio. On a passé, je parle au nom de Benjamin et moi, sans trop de soucis, un excellent moment à vos côtés, à parler de votre passion, du Brame du Cerf, de forêt, de vidéos, de photos, de cinéma. C'était un vrai kiff. La prochaine fois, on va sur le terrain. La prochaine fois, go. Ouais, mais on va faire du bruit pendant la vue. Ah, mais avant. Ah oui, bon, d'accord. Et après Quelles sont vos actualités à tous les deux? Donc toi, Vincent, t'es à fond sur ton projet de film. Ouais, pour septembre-octobre l'année prochaine sur les festivals, le film sortira avec, on va dire, en espérant que les salles, que les festivals acceptent le film en avant-première. L'idée, c'est de faire l'avant-première pendant les festivals et ensuite sortir en salle de cinéma début 2025. Bon, écoute, on te souhaite plein de succès sur ce projet-là. Toi, Teddy, qu'est-ce que tu as dans les tuyaux en ce moment? Alors, dans les tuyaux, on prépare un livre avec mon père sur le cerf, justement, qui va nous réunir, pas que sur le Brame, mais sur le cerf à toutes les saisons. Donc, ça va être super sympa. Exactement, avec une petite partie vidéo qui viendra complémenter notre démarche, et puis d'autres projets, mais qui viendront au grand jour à la suite. Bon, tu le fais en auto-édition ou tu as un éditeur pour le bouquin? En auto-édition, oui. Bon, écoutez, c'était vraiment un plaisir. Merci vraiment à tous les deux. La semaine prochaine, fête de fin d'année oblige, on attaque notre série des guides d'achat et on commencera par le guide des meilleurs boîtiers avec à nos côtés le journaliste spécialisé Louis Royer du magazine en ligne Phototrend qui sera accompagné de Ronnie Studient de la boutique ipln.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.